T'as commencé YouTube dès les débuts de YouTube? Ben, je pense, ouais. Je sais pas quel âge tu me donnes, mais je suis plus si jeune que ça. J'ai regardé avant, du coup, t'as 40. Ah, t'as triché. Attends, j'ai pas retenu exactement. 45, c'est ça? Ouais, là j'ai 45 là. Ok. Ouais. Mais donc en gros, oui, en fait, je crois que c'était vraiment, allez, je dirais peut-être 2 années après. Je me semble, enfin, je me demande si ma première vidéo c'était pas 2008, ouais. Ok. Et comme je te disais, à la base, je me rendais pas compte qu'il y avait moyen d'en faire une activité. Je prenais ça comme une plateforme dans laquelle tu peux mettre des vidéos gratuitement. Et si les gens veulent voir, me dire, enfin, par exemple, enfin, je me souviens très bien, un jour, je faisais des montages vidéo parce que j'avais fait des compétitions. Et je me disais, bon, allez, ben, je vais faire une sorte de petit, tu sais, un petit highlight, bon, à mon niveau, parce que ça reste amateur, mais un petit highlight. Comme ça, si les gens veulent voir mes combats, ils peuvent aller voir. J'avais commencé comme ça. Et puis, je me suis dit la même chose avec mes cours. J'ai toujours aimé la vidéo, j'ai toujours aimé la caméra, j'ai toujours aimé, je trouvais que c'était une bonne, en tout cas dans les arts martiaux, une bonne façon de transmettre. En tout cas, c'est plus facile avec la vidéo que d'expliquer oralement ce que je fais, tu vois. Surtout les arts martiaux. Et donc, euh, et donc, je commençais à demander à des gars de mon club de filmer pour moi. Et puis, j'ai commencé à aimer à faire le montage vidéo. Et donc, je me suis un peu lancé, j'ai fait mes petits montages moi-même. D'ailleurs, tu regardes ma toute première vidéo, c'est vraiment très, très amateur. Mais en fait, je me suis fait un petit peu connaître comme ça, tu vois. Et j'ai jamais eu de stratégie derrière, en fait, parce que j'avais un boulot, je faisais des études. Tu sais, je me disais pas comme certains jeunes, aujourd'hui, oui, je veux faire youtubeur, je vais arrêter les études, je vais devenir millionnaire en une semaine. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça, Je vois j'ai très bien. jamais eu ça en tête. Et c'est seulement par la suite, peut-être moi, je suis un peu stupide dans le sens inverse, dans le sens où là, je me dis encore que de toute façon, bah, c'est une activité comme ça et que ça peut pas être professionnel. Et je me suis rendu compte avec le temps que peut-être que si j'avais investi un peu plus, j'aurais peut-être pu avoir des revenus ou des choses comme ça, mais je l'ai jamais fait dans cet état d'esprit-là. Et ce Hmm. que je disais aussi, c'est que c'est vrai que ces dernières années, je m'investis moins parce que j'ai moins le temps de faire des montages. Je suis plus trop à la page et dès que je peux le faire, je le fais. J'ai quelques vidéos en stock que j'ai pas encore publiées, mais voilà, je me suis consacré aussi à d'autres choses, notamment à l'écriture, etc. Et donc moins aux vidéos. Par contre, je donne toujours mes cours, j'ai toujours mon club. Je suis retourné en Thaïlande cet été faire un camp d'entraînement. Enfin, tu vois, ça, j'arrêterai pas tant que je suis en forme, je le fais, quoi. Tu vois. Mhm. Donc voilà. Bah écoute, on va pouvoir en parler de tout ça. Mais du coup, quand Ouais, t'as ouais. commencé, c'était directement dans les arts martiaux? En fait, enfin, j'ai deux, trois passions, mais une de mes grandes passions depuis que je suis petit, c'est les arts martiaux. Alors, on me demande souvent, ah, mais qu'est-ce qui t'a amené à commencer les arts martiaux? C'est un peu la question, un peu, enfin, qu'on pose souvent aux gens qui pratiquent ou qui enseignent. Moi, allez, je vais essayer de pas faire trop long, mais je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est les médias, enfin, à travers les médias, notamment les mangas et les films de kung-fu. Tu vois, donc, j'ai grandi dans les années 80, 90. Donc, on était énormément influencé, tu vois, par le Club Dorothée, par les Chevaliers du Zodiac, Ken le Survivant, Dragon Ball. Ça me fascinait, tu vois. Et après, c'était les films de Bruce Lee. Donc, moi, c'est vraiment la référence. Et c'est vraiment, allez, la personne de Bruce Lee aussi, je me suis rendu compte que, en dehors de ses films, c'était un vrai pratiquant. Et j'étais fasciné. Et donc, j'ai commencé, en fait, par le kung-fu quand j'avais 15 ans. Parce que bon, quand t'as 15 ans, t'as aussi un peu envie de savoir te défendre, t'es un peu curieux. J'ai jamais été bagarreur, donc je me dis bon, bah, si je suis pas bagarreur, faut quand même que j'arrive à me défendre par un autre moyen, donc plutôt en allant m'entraîner. Puisque ce que les gens étaient capables de faire avec leur corps aussi, tu vois, des coups de pied, des grands écarts, même Jean-Claude Van Damme, enfin tu vois, moi je suis belge, donc pour nous c'était un peu une référence. Et donc voilà, et c'est ça qui m'a lancé vers le premier club de kung-fu de ma ville. Et en fait, depuis lors, j'ai jamais arrêté. Et je me suis vraiment fort diversifié avec le temps. Donc, Kung Ok. Fu, Jeet Kune Do, j'ai même fait 10 ans de savate boxe française, tu vois. Donc, ça m'a donné une très bonne base pied-point. Et puis après, le MMA est arrivé, tu vois. Et donc, on va dire ma base, ma spécialité, si je peux parler de spécialité, c'est vraiment le pied-point. Et après, au-delà, à partir de là, j'ai vraiment, je me suis ouvert, élargi. Je me suis ouvert aux armes aussi à travers le Kali, les arts martiaux philippins. Parce que c'était aussi la mentalité de Bruce Lee dès le départ, en fait, de pas se limiter à un style, qui est un peu la mentalité du MMA aujourd'hui, même si le MMA c'est maintenant un sport. Mais donc voilà. Et donc en fait, ça c'est ça qui m'a très rapidement habité, c'est de pas me limiter à un style. Et j'ai eu la chance. Alors je sais pas si je suis plus courageux qu'un autre, parce que je sais que la plupart des gens qui commencent, ben, ils finissent par arrêter. Moi, j'ai jamais arrêté. Donc voilà, c'est comme ça. J'ai toujours retrouvé l'énergie nécessaire pour continuer à apprendre, pour continuer à m'entraîner et aussi pour continuer à apprendre des styles que je connaissais pas. Donc je me dis, quand tu tombes dans un nouveau style, tu es toujours un peu débutant, ça c'est un peu frustrant. Mais je crois que j'ai réussi à dépasser ça parce que ma passion était plus forte que ma frustration. Donc je pense que c'est ça le truc. Hmm. Ouais, Et tu vois, tu dis que le MMA est arrivé et qu'avant c'était Jeet Kune Do, tout ça. En vrai, tu ouais, vois quoi comme différence entre le Jeet Kune Do et le MMA? Parce que moi, je connais pas assez le Jeet Kune ouais, Do. J'ai quand même suivi ce qu'a fait Bruce Lee, mais ouais, j'ai l'impression que sa vision à la base, son ambition, c'est de prendre le meilleur de chaque sport pour créer ouais, son propre style, son style ouais. unique.
C'est le Jeet Ouais, en Kune fait, Do. la philosophie est relativement similaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de combattants de MMA qui citent Bruce Lee comme référence. La seule différence, c'est que souvent, ben, tu le vois même dans les vidéos sur YouTube, etc., ou sur les réseaux sociaux, les gens confondent souvent arts martiaux, self-défense et sport de combat, en fait, tu vois. Bruce Lee, il a jamais été un combattant sportif, ça veut dire il a jamais fait de la compétition, il a jamais été champion, etc. Je crois qu'il a fait une fois un combat de boxe anglaise quand il était à Hong Kong, mais c'était vraiment un artiste martial. Ce qui l'intéressait, c'est aussi l'efficacité en rue, notamment, de comment créer une méthode la plus efficace, mais en s'inspirant de différents styles. Et c'est aussi surtout la philosophie de développer ce qui fonctionne pour toi. Comme il disait, prendre ce qu'il y a de bon à prendre, rejeter ce qui n'est pas bon pour toi, et puis rajouter ta touche personnelle. Ça, c'est une philosophie que tu peux appliquer dans tous les arts martiaux et tous les sports de combat. Mais je dirais dans le Jeet Kune Do, il y a une dimension art martial, une dimension self-défense. Et puis comme il était un passionné de boxe anglaise et de sport de combat, ben, il y a aussi une dimension sport de combat, mais c'est pas un sport de combat. Alors que le MMA est un sport de combat. Par exemple, en Jeet Kune Do, enfin, en tout cas en self-défense, la partie appliquée en self-défense, ce que Bruce Lee disait, les premiers trucs que tu dois faire, c'est une pique dans les yeux et un coup de pied dans les parties, tu vois. Donc, en fait, il lui disait, il faut que le combat ne dure le moins de temps possible. Et parce il avait eu une expérience d'un défi, ça lui avait pris très longtemps pour gagner son combat. Et il a dit, c'est pas normal, je dois changer ma méthode. En rue, il faut pas qu'un combat dure plus que quelques secondes. Par contre, Hmm. c'est clair que si tu t'entraînes pour un combat un sport de combat, je vois que ça soit la boxe anglaise, le MMA, le kickboxing, etc., bah, tu dois être préparé à combattre pendant plusieurs rounds. Donc, tu dois développer ta condition physique, tu dois apprendre à recevoir des coups, tu dois être endurant, tu dois avoir une stratégie, tu vois. Et en fait, c'est juste des objectifs différents, quoi. Et la différence aussi, c'est qu'en self-défense, tu peux avoir deux adversaires, trois adversaires, et tu peux aussi avoir des armes. Ce que tu n'auras jamais dans un sport de combat. Donc voilà. Ok. Et donc c'est juste des objectifs différents. Et c'est vrai que moi personnellement, comme je suis vraiment passionné des arts martiaux dans leur ensemble, je me suis toujours rendu compte de c'était quoi la spécificité des sports de combat, c'était quoi la spécificité de la self-défense, et aussi les arts martiaux en tant que tradition, en tant que technique, en tant que culture, en tant que philosophie, tu vois, et que tu peux aussi pratiquer les arts martiaux sans jamais avoir à te battre, parce que ça te fait du bien, et parce que c'est une discipline qui t'apporte quelque chose dans ta vie de tous les jours, ce qui au final est peut-être même la chose la plus importante, parce que même si tu fais des compétitions, ben, un jour, tu vas peut-être pas en faire toute ta vie. Et donc, en fait, qu'est-ce que tu cherches? C'est une discipline ou une pratique qui va te rendre plus heureux au final, tu vois. Et donc, les arts martiaux, c'est ce que ça t'apporte, en tout cas à long terme. Et c'est parfois là où les sports de combat peuvent être problématiques parce que si pour une carrière professionnelle, tu peux aussi te blesser. Tu vois, tu peux Ouais. aussi faire le surentraînement. Tu vois, par exemple, ou les weight cuts. Tu vois, moi, je me dis toujours, mais ça, c'est un truc que je comprends pas trop parce que je me dis, c'est vraiment ça, si tu nuis à ta santé, en fait. Tu vois. Mais pour une performance, quoi. Alors que dans les arts martiaux, tu vois plus les choses sur le long terme. Et pour la self-défense, bah, tu tiens compte d'un contexte qui est un peu différent pour pouvoir en fait, éviter les problèmes et éviter d'être blessé, tu vois. Et donc, par exemple, un truc aussi dans les sports de combat, c'est que tu vas toujours combattre quelqu'un de la même catégorie de poids. Donc, tu vas Ouais. boxer contre un boxeur qui a ton poids, tu vas lutter contre un lutteur qui a ton poids, ou un combattant MMA qui a exactement le même poids. Si tu vois, à l'UFC, parfois, il y a des combattants qui peuvent pas combattre parce qu'ils ont 300 grammes en trop, tu vois. Mais ça, dans la self-défense, ça n'existe pas. Donc, tu vas pas aller boxer contre un gars ou lutter contre un gars qui fait 30 kilos en plus que toi, tu vois. Donc, tu as besoin d'autres techniques, on va dire, pour pouvoir t'en sortir, en tout cas, espérer t'en sortir un peu mieux. Et donc, c'est ça la différence. En fait, tout dépend de l'objectif dans lequel tu pratiques. Moi, je fais beaucoup de Kali, par exemple, les arts martiaux philippins. Je le pratique parce que j'adore cet art martial. Enfin, tu vois, j'ai mes épées là derrière, tu vois, c'est des arts Ouais. philippines et indonésiennes. Mais moi, j'ai jamais ça sur moi en rue. Tu vois, je pratique pas ça en me disant, ça, s'il y a trois gars qui m'attaquent, je vais les découper à la machette, tu vois. C'est un plaisir, c'est aussi le bâton. Et alors, en apprenant les armes, tu apprends des principes et des techniques où tu te dis, ah ben c'est vrai que là, du coup, je suis plus conscient du danger. Et donc, peut-être que je serais mieux préparé le jour où il m'arrive un truc. Mais au final, t'en es jamais sûr à 100%, tu vois. Et surtout avec le temps, en fait, tu t'entraînes dans d'autres objectifs. Tu penses plus trop, ah oui, mais si je suis resté demain dans la rue, est-ce que je vais pouvoir utiliser ce que je fais au club? Ben non, moi, ça fait maintenant, cette année, voilà, si tu veux la petite anecdote, cette année, c'est la 30e année où je m'entraîne. J'ai commencé en 94, tu vois. Donc, bien sûr que mes objectifs, c'est plus de me dire, il faut que j'arrive à me défendre en rue. Je pense que je sais plus ou moins me défendre. Mais aujourd'hui, il y a très peu de probabilité que ça m'arrive. Et surtout, moi, je suis dans un mode d'entraînement personnel pour moi, pour ma vie, et aussi pour transmettre aux autres des arts martiaux qui me passionnent, en fait. Donc voilà. Aujourd'hui, tu es plus dans un objectif de transmettre, du coup? Pas aujourd'hui, parce qu'en fait, je donne cours depuis très longtemps. J'ai toujours eu envie de donner, j'ai toujours adoré donner cours. C'est mon métier. Je donne des cours, enfin, je donne des cours d'arts martiaux, mais c'est pas mon boulot. Mon boulot, je donne des cours de psychologie. Je travaille en haute école. Avant, j'ai travaillé dans l'enseignement secondaire. Enfin, tu vois, j'adore en transmettre. En fait, j'adore apprendre,
transmettre et enseigner. Parce que quand tu enseignes, tu es obligé d'apprendre. Et tu es obligé de te remettre en question tout le temps et de continuer à apprendre. Moi, c'est ça qui me plaît, tu vois. Et en fait, donc j'ai toujours enseigné, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, il y a une période où j'ai fait de la compétition, maintenant, j'en fais plus. Parce que mes objectifs ont un peu changé et la compétition, je l'ai fait pour avoir plus d'expérience et pour pouvoir monter mon niveau. Je me suis aussi beaucoup entraîné avec des combattants professionnels. Ça aussi, ça m'a vraiment transformé parce que quand tu t'entraînes avec des pros, ben, ton niveau, il monte d'un cran. Tu es obligé d'être tout le temps au top pour te débrouiller en Mhm. sparring, notamment, tu vois. Et ça, j'adore. Tu vois, j'adore me mettre des petits challenges. Mais je veux dire, oui, enfin, je pense que dans mes priorités aujourd'hui, je dirais, si je devais choisir entre donner cours et m'entraîner pour moi, je crois que je choisirais quand même continuer à m'entraîner pour moi. Ok, Si je devais vraiment faire un choix entre les deux, un choix radical. Mais globalement, c'est 50-50. C'est-à-dire que j'adore enseigner, mais comme j'enseigne depuis longtemps, parfois je me dis, bon, il y a aussi parfois un peu un côté répétitif. Et comme j'enseigne beaucoup, bah, j'ai moins de temps pour m'entraîner pour moi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de périodes où je me focalise que sur mon propre entraînement. Parce que ça, c'est le piège quand tu es prof, c'est que comme tu donnes tellement de cours que tu n'as plus le temps en fait, de continuer à progresser, de t'entraîner toi, ou de toi-même avoir des coachs, ou de continuer à apprendre d'autres styles, etc. Et donc, et aussi le truc, c'est une fois que tu es prof, tu as un peu ce statut du prof. Et donc, tu as du mal à redevenir débutant dans un autre style, tu vois. Mais ça, il faut vraiment le dépasser. Il faut mettre son ego de côté. Et c'est ce qui te permet de continuer à apprendre, en fait. Donc, voilà. ok, ok. C'est intéressant ce que tu dis que c'est un peu une boucle que d'enseigner, ça te permet en même temps d'apprendre et que bah, Ouais. d'apprendre, ça te permet aussi de revenir plus fort à l'enseignement. C'est hyper Ah intéressant. oui, clairement. Et Ouais, toi, du clairement. coup, D'ailleurs, moi, un de mes objectifs quand je voyage et que je m'entraîne à l'étranger, je le fais pour moi, mais je le fais au-dessus en me disant aussi, mais comme ça, je peux ramener de nouvelles techniques à mes élèves aussi, tu vois. Et hmm, quand tu regardes les cours que je donnais il y a 20 ans et les cours que je donne aujourd'hui, ça, je vais pas dire que ça n'a plus rien à voir, mais si j'enseignais encore ce que j'enseignais il y a 20 ans, j'aurais quasi plus d'élèves, je crois. ah ouais, Parce que j'ai beaucoup évolué, tu vois. Ouais, puis il faut tenir compte aussi de l'évolution et de son temps, tu vois. Par exemple, le MMA, moi j'en fais depuis longtemps. Je vais mes premiers cours, je les ai fait, je crois, en 2008, 2009, quand ça commençait à arriver en Europe. Mais je ne me suis pas dit, ah, il faut que je fasse du MMA parce que c'est la mode du MMA. En fait, je me suis bien rendu compte que c'était une suite logique dans les sports de combat de se dire, on arrive à un des sports, le sport de combat le plus complet. Et voilà, et donc si enfin voilà, si tu fais de la boxe et que tu fais pas de lutte, en lutte t'es nulle part. Si tu fais de la lutte, tu fais pas de jiu-jitsu brésilien, bah tu risques de te faire soumettre parce que tu sais pas c'est quoi une soumission. Si t'as jamais pris un kick tu fais de la boxe anglaise, t'as jamais pris un kick de ta vie, le jour où tu te prends un low kick, tu vas être surpris ou un kick au visage, tu vas être vraiment surpris. Et non, en fait c'est ça, et c'est ça que moi c'est en fait le MMA en lui-même, je trouve que c'est une discipline qui est géniale, qui est incroyable au niveau sportif, au niveau des sports de combat. C'est tellement complet, c'est tellement vaste que je trouve ça vraiment. Moi, c'est une discipline qui me passionne. Après, le monde du MMA, là, je suis plus critique, tu vois. On pourrait même faire tout un podcast là-dessus, parce que j'ai vraiment beaucoup d'arguments critiques vis-à-vis du monde du MMA tel que c'est devenu aujourd'hui. Mais le MMA, en tant que discipline sportive, en tant que pratiquant de sport de combat, tu peux pas espérer mieux dans le sens d'une discipline aussi complète que ça, quoi, tu vois. c'est Et je clair, trouve que le totalement. niveau a tellement explosé en 10 ans, c'est impressionnant. Moi, je suis vraiment impressionné par les combattants, même les combattants amateurs. Tu vois qu'il y a vraiment un très gros niveau et tu vois que les gens sont aussi passionnés. Et du coup, bah, ça fait monter le niveau de tout le monde. Et donc voilà, c'est super intéressant en fait. C'est super. Et la variété aussi, quand tu vois le profil des différents combattants, t'en as qui viennent de la lutte, t'en as qui viennent du pied-point, t'en as Hmm. qui viennent du jiu-jitsu, et puis ils se rencontrent et puis ça donne des stratégies super différentes. Donc tu vois, donc ça c'est chouette, ça, en tant que pratiquant, je trouve ça super intéressant à observer. Même après le monde du MMA en tant que tel, même l'UFC, etc., là, j'ai un regard assez critique, mais bon voilà, ça c'est un Je autre comprends. problème quoi. Ouais. Ok. Toi, t'es en Belgique, ça fait combien de temps que c'est légal en En Belgique Belgique. le MMA? Pardon? Ça fait combien de temps que c'est légal en Belgique le MMA? Ben, je crois que ça, en fait, contrairement à la France, donc la France a été légalisée il y a 3-4 ans, et donc là aussi j'ai bien vu que ça a explosé depuis, puis tant mieux pour vous, hein. En Belgique, ça a jamais vraiment été illégal, mais c'est pas très, enfin, donc d'ailleurs il y avait beaucoup de Français, je me souviens, moi j'avais fait quelques combats amateurs à l'époque, et il y avait beaucoup de Français qui venaient chez nous parce qu'en fait chez nous c'était entre guillemets autorisé. Et par contre, alors je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais ça n'a pas pris l'ampleur que ça a pris en France. Mais par contre, oui, tu as des événements pro et je pense qu'il n'y a pas de restrictions. Je pense que, oui, non, je pense que c'est légal. Donc pour nous, j'ai l'impression que ça a toujours été légal. Avant, il y avait ils appelaient ça le shooto, un peu comme le pancrace, tu vois, c'était pied, point, projection et au sol, il n'y avait pas de frappe. Je me demande si les coudes n'étaient pas interdits aussi. Mais maintenant, le MMA, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui, j'ai pas entendu qu'il était interdit en Belgique. Donc voilà. En tout cas, il y a des compètes, quoi. Moi, je connais des combattants professionnels qui combattent en Belgique. Il y a des gros événements. Donc, la Belgique est quand même assez connue pour des événements en Belgique. C'est un peu, je pense que par rapport à d'autres sports, d'autres pays, voilà, après la France, maintenant, ça a complètement explosé depuis la légalisation.
Et donc tant mieux parce que du coup le MMA aussi devient un sport à part entière, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus professionnel, un petit peu moins avec peut-être un peu moins de mauvaise réputation. Quand tu vois le nombre d'émissions maintenant, on invite les combattants de MMA, c'est intéressant à voir. C'est même devenu populaire, enfin, c'est devenu super Hmm, populaire. totalement, ouais. Totalement. Et alors, toi, du coup, ça a été quand ton premier voyage pour les arts martiaux? Bonne question. Ça dépend où. En dehors de l'Europe ou en Europe? En Bah, fait, les deux. ok, donc moi je suis belge, j'ai grandi en Belgique. Bon, au départ, je voyageais pas beaucoup, j'avais pas beaucoup de moyens, j'étais étudiant, enfin voilà, un peu comme la plupart des gens. Mais je me suis très rapidement, en fait, si tu veux, je me suis toujours très fort ouvert sur les autres pays parce que je savais déjà que ben, si tu fais du kung-fu, ben, c'est peut-être bien d'aller en Chine. Si tu fais du jeet kune do, je sais pas si tu vois qui est Danilo Santo, tu vois qui c'est? Alors, de nom, mais malheureusement, je suis peut-être un peu trop jeune pour avoir Non, non, c'est pas été. grave, c'est pour ça que je te le demande, je sais bien. Mais Je sais bien que ça se... je veux enfin, bien que tu m'introduises à ce qu'il a fait. voilà, en gros, Danilo Santos, c'était l'élève le plus proche de Bruce Lee et il était philippin et c'est lui qui a introduit aussi Bruce Lee aux arts martiaux philippins, par exemple, tu vois. Et donc, lui, c'est lui tu vois le Kali, tu vois ce que c'est, un Ouais, Kali, eskrima. ouais, ouais, ouais. Alors, c'est un peu lui qui a fait connaître les arts martiaux philippins parce qu'au départ, c'était des arts martiaux qui n'étaient pas du tout enseignés. Aux États-Unis, il s'est entraîné avec plein de profs philippins, des vieux maîtres, etc. Et lui, il a voulu vraiment, bah, notamment exposer, parce qu'il y avait beaucoup de karaté, beaucoup de kung-fu. Le judo, c'était connu, mais les arts martiaux philippins, personne ne connaissait. Et en fait, je sais pas si tu as vu le film Le jeu de la mort Ouais, de Bruce Lee. ouais. Ben, tu vois, à un moment donné, quand il monte dans la tour et puis il combat contre un gars qui a un Philippin, en fait, qui a des armes à deux bâtons rouges, là, tu vois, avec un Hmm, bandeau. ouais, Là, ça, c'est Daniel Santo, en fait. ok. Et donc, en gros, il lui a demandé de jouer dans un... Et c'est ça qui l'a fait connaître. Et en fait, après la mort de Bruce Lee, parce qu'il est mort jeune, ben, Daniel Santo, il était un peu dévasté. Puis il s'est dit, il faut que je reprenne son enseignement parce qu'en fait, ça va se perdre. Et alors, il est devenu très, très connu, parce que, notamment avec ce film, mais aussi parce que c'était un petit peu son successeur. Et il est devenu très connu parce il a permis d'enseigner le Jeet Kune Do. C'était pas le seul, hein, mais c'était, voilà. Et il est connu aussi pour avoir, entre guillemets, c'est le premier à avoir montré c'était quoi les arts martiaux philippins au monde. Et donc, c'est devenu une référence. Et en fait, si tu veux, bon, lui, il est à Los Angeles, il a son académie à Los Angeles, il est américain, etc. Et c'est un des pratiquants d'arts martiaux les plus connus au monde, enfin, en termes de tradition. C'est un des derniers grands maîtres, tu vois. Il a 88 ans, il donne toujours cours dans son académie, tu vois. Il a formé des dizaines et des dizaines d'instructeurs. Et donc, en gros, moi, Daniel Santos, c'était la référence depuis que je suis petit, je le voyais dans les magazines, etc. Et puis, à un moment donné, ben, j'ai rencontré un prof à Genève. Pour la petite histoire, j'étais en couple avec une fille qui vivait à Genève. On a décidé d'être ensemble à distance et j'allais la voir régulièrement. Et donc, il y avait un gars qui donnait des cours à Genève. Et lui, il était déjà un peu dans cette approche pluridisciplinaire. Il faisait du MMA, il faisait du Jeet Kune Do, il faisait de la boxe thaï et du Kali. Et en fait, c'est lui qui m'a ouvert un peu à ça. Et un jour, il m'a dit, bon, on est devenus amis, c'est devenu mon prof, il s'appelle Chris Cornaz. Et il m'a dit, bah, David, ce serait bien que tu ailles à l'Académie Innocento un jour, ça va vraiment t'ouvrir l'esprit, etc. Et donc à ce T'avais moment-là, quel j'étais âge à ce plus moment-là, David? j'avais 20, 21, 22, 23. Ouais, Ok. c'était au 2001, 2002, 2003, tu vois. Donc, mais c'était vraiment très progressif. Et alors, j'avais aussi mon prof de Wing Chun, qui était Didier Bédard. Je sais pas si tu connais Didier Bédard de nom. Ouais. Ouais, de nom. À Paris, c'est ça? À Paris, ouais. Donc lui, c'est mon prof de Wing Chun. Donc en fait, en gros, j'ai commencé le Kung Fu ici en Belgique, et puis à un moment donné, mon club a fermé. Donc j'ai voulu apprendre avec d'autres personnes, et notamment avec Didier Bédard, parce que pour moi, c'était le meilleur. Je voyais ses vidéos. Enfin, tu vois, tu le voyais aussi dans les magazines. Nous, enfin, à l'époque, on avait déjà Karaté Bushido, mais comme Ouais. il n'y avait pas Internet, on était un peu limité. Donc c'était les cassettes vidéo, c'était les DVD, c'était les magazines. Mais Didier Bédard, il était vraiment super connu. Et donc j'ai commencé à aller m'entraîner avec lui. À Paris, j'ai dû aller au moins 50 ou 60 fois. Tu vois, je sais pas. Une fois, j'ai passé un mois dans l'académie, j'ai fait que ça, j'ai fait que m'entraîner en Wing Chun à temps plein parce que j'étais fan de ce système. Donc voilà, c'est le genre de truc que je faisais. J'avais mon prof à Genève. Puis parallèlement à ça, bah, en fait, j'ai commencé le Sanda, tu vois, la boxe chinoise, pour Hmm. pouvoir faire des compétitions. Parce que voilà, je me dis à un moment donné, faut que j'ai une expérience de compétition. Et donc tout ça se faisait en même temps. Donc tu vois, j'ai consacré énormément de temps à ça. Donc, on va dire Paris, Genève principalement en Europe. Et puis j'ai fait mon premier stage avec Daniel Santo en Allemagne en 2004. Et là, j'étais comme un petit gosse avec les yeux qui brillaient, tu vois, parce que je l'ai vu arriver dans Ouais. la salle. Alors que, tu vois, moi, je le voyais dans le jeu de la mort à l'époque et dans les magazines aussi. Donc, et j'étais complètement fasciné parce qu'en fait, c'est vraiment une encyclopédie des arts martiaux, tu vois. Et c'est quelqu'un qui est très, 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 très respecté dans le monde des arts martiaux parce il a une connaissance encyclopédique et il a une humilité aussi incroyable. Et en même temps, une expertise, tu le vois bouger, t'es halluciné, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai fait mes premiers stages avec lui. Donc, dès qu'il venait en Europe, bah, j'essayais de faire des stages.
Puis je suis allé une fois en 2007, à sa première fois que j'étais aux États-Unis, dans une académie d'un autre gars qui enseignait le même système, Mhm. qui était aussi instructeur sous Daniel Santo. Et puis à partir de 2009, la première année où j'étais à l'Académie Innocento à Los Angeles, c'est 2009. Et là, j'y suis allé pendant 10 ans, je suis allé au moins minimum une fois par an. Et Ok. donc j'ai passé quasi un an à Los Angeles en 10 ans parce que je suis resté longtemps. Je suis une fois T'y resté allais un un mois à mois et chaque fois? demi, 2 mois, ouais, 3 mois. J'ai fait une fois 3 mois, tu vois. Et donc c'est devenu un peu ma deuxième ville, quoi. C'est devenu ma deuxième ville, Los Angeles. Donc voilà. Après, pendant le Covid, j'ai pas pu y retourner, mais je suis retourné l'année passée. Et cette année-ci, l'année passée, je suis retourné. Et c'était incroyable. Maintenant, j'ai plein d'amis là-bas. Enfin, tu vois, quand j'y vais, j'ai un ami qui m'héberge. Bah, Daniel Santo, il me connaît bien. Puis j'ai eu mes diplômes d'instructeur, donc je suis diplômé de l'académie là-bas, tu vois, en Jeet Kune Ouais. Do et en Kali. C'est les deux disciplines dans lesquelles je me suis le plus spécialisé. Dans les arts martiaux, hein, je parle pas dans les sports de combat. C'est vraiment le Kali, les arts martiaux philippins. Là, j'ai vraiment découvert un univers avec les armes, par exemple, qui était hallucinant. Alors qu'à la base, j'étais pas très intéressé par les armes. Et puis le Jeet Kune Do, où ça a été ma première, allez, enfin, ma première passion, c'était Bruce Lee, le Jeet Kune Do. Et justement, cette ouverture d'esprit aussi de dire qu'on se limite pas à un style. Et puis de là, dans les sports de combat, j'ai aussi fait un parcours parallèle. Et on va dire depuis 10 ans, maintenant, je me suis beaucoup, beaucoup investi dans les sports de combat, dans les MMA et dans le Muay Thai notamment, parce que j'ai fait beaucoup de camps en Thaïlande et aux États-Unis. Ouais. Donc voilà, Ok. comme ça tu sais, c'est très difficile de résumer rapidement, mais Non, mais c'est génial, c'est génial. Et alors ouais, juste pour rester sur ce que tu apprenais à l'académie de Danny Santo, en ouais. Jeet Kune Do, ça ressemblait à quoi les cours? Enfin, ça ressemble à quoi même? Ça, un Ah peu ouais. comme en Europe ou c'est différent? Par exemple, tu parlais de Didier Bédard. Non, en fait, il a un cursus, si tu veux. Daniel Santos, c'est un peu le pédagogue. Tu vois, Bruce Lee, c'était le génie et Daniel Santos, c'était le pédagogue. Parce que Bruce Lee, il n'avait pas de structure. C'est ce qu'il nous raconte. Hein. Lui, il nous raconte toujours plein d'histoires sur Bruce Lee. Parce que Bruce Lee enseignait, en fait, pendant qu'il était. En fait, en gros, il a enseigné pendant quelques années à Los Angeles. Puis à un moment donné, il était tellement pris par les films qu'il a arrêté. C'est Daniel Santos qui donnait des cours pour lui, en fait, quand il n'était pas là. Donc, lui, il était chargé de structurer un peu l'enseignement. Et donc, quand tu Ok. t'entraînes à l'Académie Santo, il te raconte toujours des dizaines d'anecdotes sur Bruce Lee. Donc, c'est assez chouette, tu vois. Et donc son enseignement, ben, en fait, ça dépend. Dans le Jeet Kune Do, un peu, tu peux dire que ça ressemble un peu au MMA dans le sens où il y a une partie, on va dire, debout, il y a une partie pied-point, il y a une partie un peu lutte, et puis il y a une partie un peu sol. Mais c'est vraiment très basique parce que c'était le Jiu-Jitsu de l'époque. Tu vois, Bruce Lee, en fait, il incorporait les techniques qu'on lui donnait, un peu de judo, un peu de Jiu-Jitsu. Mais par contre, c'est beaucoup plus axé sur le striking, ça c'est sûr et certain. Et aussi le fait que c'est pas un sport de combat. Donc, par exemple, on va beaucoup utiliser les pics les pics aux yeux, tu vois, les tranchants à la gorge comme ceci, tu vois. Un doigt dans l'œil, un coup de poing dans le plexus, un coup de coude, tu vois, et ensuite peut-être une clé à la fin. Et beaucoup de techniques qui viennent du Wing Chun aussi, parce que Bruce Lee, il avait étudié le Wing Chun. Donc, il y a une partie un peu plus qui ressemble un peu plus au Wing Chun, une partie qui ressemble un peu plus à la boxe. Il y a quand même pas mal de coups de pied aussi, puis quelques projections et quelques finitions au sol, mais toujours dans un objectif un peu plus de self-défense que de sport de combat. Donc, par exemple, la partie au sol, elle est relativement basique. Mais moi, c'est comme ça que j'ai appris mes bases de grappling, par exemple, tu vois. C'est quoi un Jujigatame, c'est quoi une projection, tu vois, un single leg, un double leg. Et Daniel Santo, en fait, lui, il est tellement tout le temps actif et tout le temps en train d'apprendre plein de choses que même dans ses cours, il t'enseigne. C'est aussi un passionné d'MMA, etc. Donc, par exemple, enfin, pour te donner une idée, Daniel Santo, il a 5 profs de jiu-jitsu brésilien différents. Tu vois, Ah il ouais. est ceinture noire, quatrième dan, ouais. Donc c'est un des précurseurs. En fait, c'est lui qui a fait le connaître le jiu-jitsu brésilien à Los Angeles au départ avec les frères Gracie, tu vois. Donc lui, et les frères Machado, par exemple, lui, il est ceinture noire sous Royce Gracie, Rickson Gracie. Donc tu vois, c'est un précurseur. Donc dès qu'il y avait un nouvel art martial, lui, il allait s'entraîner, il absorbait tout ce qu'il pouvait. C'est un vrai passionné, quoi. Lui, il se dit, je suis un éternel étudiant. Et donc il s'entraîne, par exemple, il va prendre des cours privés avec des profs de lutte, alors qu'il a 80 ans, tu vois. Il a commencé le Muay Thai, il avait 50 ans, tu vois, et il a suivi tout le cursus pour être coach de Muay Thai. Donc, par exemple, quand tu vas à l'Académie Santo, c'est Daniel Santo qui donne les cours de Muay Thai. Tu vois, moi, il donne pas tout, voilà, avec l'intensité, etc., mais il connaît tout sur le bout des doigts, tu vois. Donc, il demande à ses élèves de démontrer. Donc, en fait, il enchaîne le mardi et le jeudi, il enchaîne Kali, donc il enseigne Muay Thai, Silat, Kali et Jeet Kune Do. Il donne les 4 cours. Et donc le Ok. Jeet Kune Do, bah, ça dépend un peu des cours. Il y a des cours qui ressemblent un peu plus à du Wing Chun, des cours qui ressemblent un peu plus à du pied-point. Et parfois ça va un peu plus de sol aussi, parce que donc voilà. Et puis il te dit toujours, voilà, c'est ce que Bruce Lee nous enseignait, et voilà ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc il fait évoluer aussi son enseignement, parce que les arts martiaux ont tellement évolué depuis les années 70, tu vois. Hmm. Donc C'est voilà, la c'est question que c'est un j'allais peu te à ça que ça poser. ressemble. Ouais, et il y a surtout, c'est aussi beaucoup de gens du monde entier qui viennent apprendre à Daniel Santo parce qu'il a aussi énormément de savoir, énormément d'anecdotes. Tu vois, c'est un peu comme un grand-père que tu écoutes et que raconter des histoires. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il est unique, quoi. C'est vraiment un personnage unique.
puis d'une telle gentillesse, d'une telle humilité. Enfin, c'est vraiment, voilà, une sorte de, nous, c'est notre Yoda à nous, tu vois. Ouais, je vois. Il y a un côté affectif aussi, tu vois, mais on est toujours halluciné, quoi. À chaque fois qu'il enseigne quelque chose, t'es toujours halluciné par un truc, tu vois. Je te donne un exemple. La dernière fois que je suis allé à l'académie, donc c'était en mai, c'était incroyable. Enfin voilà, ça faisait 3 ans que j'avais pu été. Et donc en fait, j'arrive. Donc il me demande, bon, maintenant il me connaît bien parce que ça fait 20 ans que je m'entraîne avec lui. Et donc il me dit, ah David, ok, il me dit, est-ce que tu peux démontrer un exercice devant les autres? Donc je démontre un exercice devant les autres. Et puis après, une fois que l'exercice est fini, moi je m'entraîne avec mon partenaire. Il dit, ouais David, mais tu sais, tu peux aussi faire ça, 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 ça. Et en fait, il m'a montré, en 30 secondes, il m'a montré 5 désarmements en Kali que j'avais jamais vu. Alors que ça fait 20 ans que j'en fais, tu vois. Mhm. Voilà, ça c'est Daniel Inosanto. Il va toujours te montrer un truc que t'as pas vu. On répète beaucoup les mêmes choses, mais il y a toujours des choses nouvelles. Et lui, comme il est tout le temps en train d'apprendre, t'as jamais fini en fait. Donc tu vas le revoir, à chaque fois que tu vas le revoir, tu fais le plein de techniques, tu notes tout ce que tu peux, tu rentres chez toi, et puis après tu les bosses et tu les enseignes. Et moi, c'est ce qui m'a fait progresser en fait. Donc voilà. Ok. Et tu dirais que le style du Jeet Kune Do, du coup, il est fini? Ou alors il continue d'évoluer avec bah, les autres sports qui évoluent? Ouais. Alors ça, c'est tout le débat. C'est un gros débat dans le Jeet Kune Do. C'est qu'en fait, Daniel Santo, il va te dire que la partie figée, c'est-à-dire ce que Bruce Lee enseignait, comme Bruce Lee est décédé, ben on peut pas dire si t'enseignes une technique que Bruce Lee n'a pas enseignée, tu vas pas dire que Bruce Lee l'a enseignée. Et ça, c'est ce que on appelle parfois le Junfan Kung Fu. C'est le Kung Fu de Bruce Lee. Junfan, c'est son nom chinois. Et donc, le Junfan, la partie, on va dire, système du Jeet Kune Do, le cursus que Bruce Lee enseignait, il est figé parce que Bruce Lee est décédé. Et donc, mais par contre, la philosophie du Jeet Kune Do, c'est de pas se limiter à un savoir, c'est de le faire évoluer et surtout de prendre ce qui fonctionne pour toi. Et donc là, c'est infini si tu veux. Ton Jeet Kune Do, il va toujours évoluer. Maintenant, il y a quand même des principes. Par exemple, un des principes du Jeet Kune Do, c'est l'économie de mouvement. Tu vois, c'est-à-dire que le but, c'est de faire des trucs et la ligne par exemple, d'aller à l'essentiel. Tu vois, Euh, c'est aussi une forme d'efficacité, c'est-à-dire que en gros, si c'est un peu risqué ou si ça n'a pas beaucoup de chances de fonctionner en rue ou à la limite dans un combat un peu plus de type boxe, bah alors on va supprimer. Tu vois, donc il y a toute une série de principes que Bruce Lee enseignait dans son Jeet Kune Do, qui fait que même si tu utilises d'autres techniques, tu peux pas dire par exemple, je fais du Jeet Kune Do, je fais du judo, pardon, je fais du taekwondo, je fais du judo, je fais du judo brésilien et je fais du karaté et je dis que c'est du Jeet Kune Do. Non, en fait, tu peux dire que tu crées, si tu crées ton propre style dans l'esprit du Jeet Kune Do, tu peux dire que tu es influencé par la philosophie du Jeet Kune Do, mais c'est pas du Jeet Kune Do strictement parlant, tu vois. Parce que Bruce Lee, il avait quand même quelques principes, tu vois, qu'il appliquait et peu importe la technique que tu vas utiliser. Donc, je dirais, il y a à la base, il y a à la fois un style que Bruce Lee enseignait et il y a aussi des principes qu'il enseignait qui vont au-delà du style, tu vois, qui Mhm. est aussi l'expression personnelle en fait que c'est la philosophie du Taekwondo, c'est de s'exprimer personnellement, c'est de pas essayer de ressembler à une autre personne, c'est de pas utiliser une technique parce que ton prof te l'a enseigné alors qu'elle fonctionne pas pour toi, tu vois. Et je Ouais. disais encore à mon cours cette semaine, je disais voilà, moi mon rôle en tant que coach et instructeur, c'est de vous enseigner. Par exemple, je montrais des variantes de double leg. Tu vois le double, je sais pas si tu vois en lutte, Ouais, tu bien dois sûr. saisir les deux jambes amener au sol. C'est la technique la plus importante en lutte, une des plus importantes en lutte. Et je dis voilà, je vais vous montrer 5 façons différentes de le faire parce que moi c'est ce qu'on m'a enseigné. Mais je vous montre 5. Moi, les 5, je vais pas les appliquer pour moi parce que déjà mon gabarit est un tel. Par exemple, je disais moi les double legs, parfois c'est pas facile parce que comme je suis grand, je vais pas les shooter dans les jambes d'un gars qui est plus petit que moi. Et comme je suis plutôt bon en pied-point et que j'ai une bonne distance et une bonne allonge, ben en général, mon style à moi, c'est de préférer garder un peu la distance. Maintenant, si je vois que j'ai une opportunité et que je peux en faire un, je vais aller en faire un et je vais le faire de cette façon-là. Et je leur dis mais par contre, j'ai bossé pour pouvoir l'enseigner et pour pouvoir savoir le faire parce que je sais que tous mes élèves ne seront pas comme moi et chacun est différent. Et ça, c'est la philosophie du Jeet Kune Do, c'est de dire chaque personne est différente et l'individu est plus important que le style, tu vois. Mais donc, quand Ok. tu es coach, tu dois pouvoir enseigner des choses qui peut-être, toi, c'est pas les techniques que toi tu préfères, mais tu dis peut-être que ton élève il va bien aimer. Moi, il y a parfois des élèves, je vois, ben, ils font une technique, ils l'ont tellement répété, ils l'ont tellement adopté pour eux, qu'à la limite, ils sont même plus à l'aise que moi pour cette technique-là, tu vois. Mais je dis, bah tant mieux. Tant mieux pour eux. Mais c'est par contre, c'est vrai que quand tu es coach, tu dois suffisamment bosser que pour avoir un niveau suffisant que pour enseigner plusieurs techniques, même celles que tu préfères peut-être un peu moins pour toi-même. Et c'est pour ça que je fais la Ouais. différence entre ce que je connais, ce que j'enseigne en tant que prof, et ce que je pratique et ce que j'applique en tant que personne et pratiquant et artiste martial, tu vois. Je sais pas si c'est Ok. clair. Ouais, ouais, c'est très clair. Je marque Ok. la différence. Il y a des pratiques, enfin des combattants de MMA qui ont pour base le Jeet Kune Do actuellement dans le Je pense circuit. pas. Non, en fait, c'est un. Alors, moi, je dis toujours avec mes gars, parce qu'on est maintenant, on est toute une team, hein, les gars qui s'entraînent avec moi à mon club ou qui donnent cours quand je suis pas là.
on est des amis, on se connaît depuis des années, des années, des années. Il y en a qui sont formés, que j'ai formés, ils sont instructeurs en Jeet Kune Do. Mais en fait, maintenant, par exemple, je n'enseigne plus de Jeet Kune Do en club pour plein de raisons. Même le Kali, je le fais plus en grand groupe en fait. Je le fais en stage ou en cours privé. Mais en fait, c'est un peu un art martial en voie de disparition, tu vois, parce que, euh, parce que justement, les gens parfois ont du mal à comprendre c'est quoi comme art martial. L'identité est pas très claire parce que c'est un petit peu entre un art martial, la self-défense et les sports de combat, tu vois. Moi, c'est ce que j'aimais bien, mais c'est vrai que je comprends que de l'extérieur, ça soit pas très compréhensible. Et par contre, je pense qu'il y a des combattants qui s'inspirent de certaines techniques que Bruce Lee utilisait. Par exemple, les coups d'arrêt. Par exemple, tu vois, je sais pas si tu vois, c'est quoi un sidekick? Ouais. C'est un coup de pied latéral. Bah, par exemple, le Hmm. sidekick à la jambe. Tu vois, pour stopper net, quand la personne avance vers toi, boum, tu lui fais un sidekick dans le quadriceps. Hmm. Et ça stoppe, tu vois. Et ça, il y a très peu de gens qui le font. Et je sais, ça, c'était une technique spécifique en Jeet Kune Do. C'est ce qu'on appelle le coup d'arrêt, en fait. Et parce que Jeet Kune Do, ça veut dire le point qui intercepte, l'art du point qui intercepte. Et donc, le but Ok. de l'un des principes du Jeet Kune Do, c'est l'interception. C'est-à-dire que l'interception, c'est un peu on va dire, le graal des sports de combat, c'est que peu importe ce que le gars fait, lui, il va se préparer à lancer un coup, tu vas le toucher donc il va partir avant toi, mais toi, tu vas le toucher avant lui, parce que tu as tellement un bon timing et un bon coup d'œil. Et donc, c'est ce que tous les très bons combattants font, c'est d'essayer d'intercepter l'autre et et c'est comme l'économie de mouvement, si tu veux, l'économie de mouvement, tous les bons combattants, ils essaient de s'économiser, d'être le plus efficace possible. Et alors, je ne sais pas si les combattants eux-mêmes ont observé Bruce Lee en train de le faire ou ont étudié le Jeet Kune Do, mais en tout cas, à la base, si tu vraiment on va dire entre guillemets, tu veux étudier le Jeet Kune Do, devenir instructeur en Jeet Kune Do, ou pratiquant, en général, c'est pas pour faire combattant par la suite parce que c'est un art martial. On ne te prépare Oui. pas vraiment à la compétition. Maintenant, il y a plein de pratiquants de Jeet Kune Do qui font des sports de combat à côté et qui arrivent à appliquer certaines techniques dans leur combat. Moi, c'est ce que je faisais dans mes combats amateurs. Bah, comme je faisais beaucoup de Jeet Kune Do, mais je faisais aussi du Sanda et du Muay Thai, etc. Bah, en fait, il y avait des techniques pied-point qui étaient classiques. Et puis, de temps en temps, je passais une technique qui était un peu surprenante. Par exemple, le coup de pied latéral, c'est ce que j'ai le plus développé. Ou une interception, tu vois. Ou par exemple, tu vois, en boxe, on va frapper le point comme ceci. Enfin, pas que comme ça, Ouais. mais la plupart du temps, c'est le point horizontal. En Jeet Kune Do, on se décale et on va rentrer le point vertical, un peu comme en Wing Chun, tu vois. Oui, Et du oui. coup, voilà, ouais, bah, en fait, ça, c'est un truc que j'essaie d'appliquer aussi. Donc, tu peux pas tout appliquer parce que déjà, en plus, oui, c'est ce que j'ai pas dit, c'est le Jeet Kune Do à la base, ça se pratique pas avec des gants, ça se pratique à main nue. Parce qu'il y a comme tu dis, il y a les pics aux yeux, les tranchants à la gorge, et ça se pratique avec des chaussures aussi, tu vois, parce que, genre, les coups de pied, tu vas donner un coup de pied, une pointe de coup de pied dans les parties génitales, ben, c'est pour les self-défense, ça fait atrocement mal, mais pour la self-défense, c'est efficace. Par contre, ce genre de truc, c'est interdit dans tous les sports de combat. Donc, en fait, ce qui est autorisé, on va dire, c'est ce que je dis souvent, je dis, ce que tu vas faire en premier lieu en self-défense, c'est tout ce qui est interdit, justement, dans les sports de combat. C'est quoi? C'est mettre un doigt dans l'œil, c'est un coup dans la gorge, un coup dans les parties, partir, enfin, tu vois, peut-être tirer l'oreille ou agripper les cheveux, enfin, j'en sais rien, tu vois. Un truc où quand tu dois survivre, souvent, tu vas pas te mettre en garde et commencer à boxer. Tu vas plutôt instinctivement faire des choses qui vont te permettre de te débarrasser du gars le plus vite possible. Alors que dans les sports Ouais. de combat, bah, justement, tu dois être entraîné pour pouvoir faire face à un combattant qui est lui-même entraîné. Et c'est pour ça aussi que les combattants ont un niveau très 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 haut. Hein. Mais c'est pas tout à fait, c'est pas exactement le même objectif, tu vois. C'est pas la même Je sais pas, approche. voilà, voilà. En tout cas, pour le Jeet Kune Do, il y a eu des combattants, notamment à l'époque, dans les années 90, au début du MMA, je sais à l'Académie de Santo, ils avaient une équipe de combattants, par exemple. T'en as qui faisaient Muay Thai, t'en as qui faisaient MMA. Donc, d'office, ils utilisaient probablement des techniques du Jeet Kune Do. Mais ce que je dis, c'est que le Jeet Kune Do ne te prépare pas spécialement à la compétition. Mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui s'inspirent des principes que Bruce Lee donnait. Parce que Bruce Lee, notamment, était un fan de boxe anglaise et c'était un fan de Mohamed Ali, par exemple. Et il observe vraiment les déplacements du Kundo, ça ressemble très fort aux déplacements d'Anglaise et de Mohamed Ali. C'est très mobile, tu vois, parce qu'il avait compris que le déplacement, en fait, le mouvement et le déplacement, c'était une des variables les plus importantes en combat. Donc, dans le sens des principes du combat, ouais. Ok. Hyper intéressant. Et il s'est inspiré aussi de la boxe française ou pas? Ouais, alors, ok, ouais, c'est une bonne question. Donc, en gros, le Jeet Kune Do, si tu dois reprendre vraiment tel que Bruce Lee l'a développé, Mhm. c'est au départ du Wing Chun. Ensuite, c'est quelques autres styles de Kung Fu, des styles beaucoup plus, tu vois, en Kung Fu, il y a le Wing Chun qui est beaucoup plus axé sur les mains, et il y a les autres styles, qu'on appelle les styles du Nord, genre Shaolin et des choses comme ça, où là, c'est beaucoup de coups de pied, tu vois, des trucs assez acrobatiques. Et Ouais. Bruce Lee, en fait, à la base, il faisait du Wing Chun, avec Yip Man, et puis ensuite, il a incorporé des coups de pied qu'il avait appris d'autres profs de Kung Fu. Et puis, quand il est arrivé aux États-Unis, il s'est rendu compte, ben, que déjà, les gabarits étaient différents qu'à Hong Kong. Il était face à voilà, différents types de gabarits. Et donc là, il a commencé à apprendre la boxe anglaise, du judo aussi, un peu du jiu-jitsu.
Et alors, il commençait il regardait plein de combats. Et donc, il s'est aussi intéressé à la boxe française. Et donc, c'est pour ça, par exemple, quand Jeet Kune Do, quand tu travailles avec chaussures, il y a quelques techniques qui ressemblent vraiment, tu sais, quand tu utilises la pointe de la chaussure, ça ressemble vraiment très fort à de la savate. Et Bruce Lee, ça c'est Daniel Santo qui nous l'a dit, Bruce Lee étudiait des combats de boxe française, y compris de l'époque, et il avait des manuels, c'est-à-dire il prenait des notes et il disait voilà, il prenait ah, ça cette technique en boxe française elle est vraiment bien. Et en fait ce qu'on dit en Jeet Kune Do c'est que on va utiliser la jambe avant un peu comme en boxe française. Tu sais qu'en boxe française ils boxent avec la jambe comme toi tu boxes avec le poing. Enfin c'est tellement vif, Ouais, il ouais. travaille tellement les coups de pied. Moi c'est grâce à la boxe française j'ai eu des bons coups de pied. Hein. Et en fait, la jambe avant, c'est super rapide, elle part dans tous les sens. Et il disait en Jeet Kune Do, on va utiliser la jambe avant comme en boxe française et utiliser la jambe arrière comme en boxe thaï. C'est-à-dire qu'on va travailler la puissance, tu vois. Ok. Et si tu arrives à combiner les deux, et en fait, comme moi j'ai aussi fait beaucoup de boxe thaï, au départ, j'ai fait beaucoup de boxe française, j'ai fait du Jeet Kune Do. Là, ça fait 10 ans que je fais énormément de Muay Thai, j'adore le Muay Thai. Et en Ouais. plus de ça, j'ai fait du Sanda. Et donc, en fait, mon style, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ma jambe avant, je vais utiliser de manière très rapide et très vive. Ma jambe arrière, je vais utiliser de manière occasionnelle pour les coups les plus puissants. Tu vois? Et en fait, bah, du coup, c'est comme ça que tu crées ton propre style, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai un style un peu particulier. Et je le vois quand je fais des sparring, contre par exemple, des personnes qui ne font qu'un style. Ben, je sais que parfois, je peux un peu mieux surprendre les gens parce que j'ai vu des techniques que d'autres n'ont pas vues et je combats peut-être de manière un peu moins classique. Donc, voilà. Ça, c'est un des Conventionnel, ouais. avantages. Ouais. Ok. Hyper cool. Et alors du coup, bah, moi je t'ai découvert en regardant ta série, enfin en trouvant un épisode de Marshall Globetrotter sur ta chaîne YouTube. Ah, bah ça, déjà, ça me fait plaisir parce que je l'ai fait vraiment pour pouvoir faire découvrir ça aux gens. Et en fait, mon objectif à la base, c'est de me dire, j'ai envie faire partager aux gens qui n'ont pas forcément l'occasion de voyager toutes les expériences que j'ai vécues et notamment ben, les différents endroits où je m'entraîne. Et donc, ça me fait vraiment plaisir que tu m'aies reconnu à travers ça. Donc voilà. Bah, avec plaisir. Et du coup, ça, tu l'as fait juste avant le Covid. T'as pris, si j'ai bien compris, tu me dis si je me trompe, mais t'as pris un an, je crois, ou quelque chose comme ça, une année, pour Un peu plus, voyager et ouais. pratiquer. Non, en fait, ça c'est l'impression que ça donne de l'extérieur, mais oui, il y a un an. Alors oui, attends. Alors peut-être que je le dis dans une vidéo. En fait, je pense que j'ai tout tourné. Je crois que j'ai 9 épisodes. Enfin, j'en ai 11, mais les deux autres sont pas encore sortis. Donc voilà. Parce que je me suis arrêté au niveau du montage. Oui, je crois que j'ai 9 épisodes. Mais non, Ok. j'ai plutôt. Il y a surtout une année, en fait, où là, il y a un de mes élèves on est aussi amis. Il est venu voyager avec moi. Et lui, il était chaud, tout ce qui était vidéo. Et je dis, écoute, est-ce que ça te dirait de me suivre et qu'on fasse une sorte de petite série ensemble sur YouTube? Et c'est grâce à lui qu'on a pu le faire parce que moi, filmer tout seul, c'est pas possible. Donc, et en fait, on est retourné dans un endroit que je connaissais déjà. Donc, j'ai dit, écoute, on va aller là, on va aller là, on va aller là. Il faut absolument qu'on fasse des vidéos parce que moi, je me sentais privilégié de pouvoir aller dans ces différents endroits. Et j'avais envie de partager ça aux gens, tu vois. Et parce que voilà, je sais que la voyage, ça fait rêver. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on m'a dit, ouais, ta série, elle fait rêver, on me l'a quand même souvent dit. Ah, ça donne envie, tu vois. Et aussi parce que je sais que ben, quand les gens veulent voyager, ils n'ont pas toujours beaucoup d'infos, ils savent pas trop si c'est, par exemple, cet endroit, c'est un bon endroit pour s'entraîner, etc. Et c'est juste toujours dans une dynamique de partage, mais je trouvais que les arts martiaux, comme c'était très visuel, ben, je me dis autant le faire avec une vidéo. Et donc oui, et donc j'irais, c'est surtout en 2000, je crois que c'est en 2016 qu'on a beaucoup tourné, 2017-2018. Ouais. Et en fait, les dernières vidéos, je pense que c'était 2018. Et en fait, 2017, la fin 2017, début 2018, j'avais pris, en fait, comme je suis prof, ben, nous, c'est par année scolaire académique, tu vois, donc je commence en septembre, je termine en juin, enfin, c'est de septembre à août, peu importe. Donc, Ouais. quand je parle d'année académique, c'est par exemple, de décembre, pardon, de septembre à septembre l'année d'après. Et donc, j'avais Ouais. pris une pause carrière d'un an. Ça, je l'ai fait de 2017-2018. Et du coup, je pense que mon épisode, si je ne me trompe pas, à Bali, je l'ai filmé cette année-là. Et à Madagascar aussi, je l'ai filmé cette année-là. Mais donc, c'était étalé sur 3 ans, je dirais. On a fait ça sur 3 ans, ouais. Ok. Et du coup, pour résumer, tu peux dire combien de pays t'as fait? Alors, combien, en tout, alors, dans mes voyages, en Durant général, ces, depuis durant que je ces 3 ans, voyage, durant ce voyage-là, ouais. ah, non, les épisodes, je pense que il y a 9 épisodes. En gros, alors je vais juste donner les destinations dans lesquelles j'ai été le plus souvent et que je connais le mieux, et dans lesquelles je me suis beaucoup entraîné. Et aussi, ce qui était chouette, c'est que on m'a demandé aussi de donner des stages. Donc c'est ça aussi que je voulais. Tu sais, c'est un mélange entre. En fait, mon idée, c'est aussi de dire, c'est pas parce que t'es prof que tu dois pas continuer à t'entraîner. Et donc moi, c'est toujours ça, c'est toujours avoir des endroits où on m'appelle, enfin, entre guillemets, on me demande des stages, et des endroits où je vais pour m'entraîner, et j'essaie de parfois de combiner les deux, tu vois. Et donc, c'est ce que j'ai voulu faire. Et donc, en gros, alors si la série, il y a la première, c'est à Los Angeles. Enfin, c'est pas le premier épisode, mais je sais même plus c'est quoi le premier épisode. Tu me fais hésiter maintenant. Ok. Donc, il y a le Wing Chun à Paris, avec chez Didier Ouais. Bédard.
Il y a un épisode en Martinique où j'ai été donner des cours. C'était à la fois, je pense, du Sanda et du Kali, parce que j'avais un de mes anciens élèves qui vit en Martinique maintenant. J'ai eu un épisode à Madagascar, parce qu'en fait là, j'ai été invité à donner des cours de Jeet Kune Do, une école de Jeet Kune Do qui voulait absolument apprendre, parce qu'en Madagascar, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et il y avait un gars passionné qui rêvait d'apprendre le Jeet Kune Do de manière beaucoup plus approfondie, etc. Et on a réussi à trouver un moyen pour que je puisse y aller. Parce que moi, je rêvais d'aller à Madagascar depuis que j'étais petit, notamment pour aller voir les lémuriens. Tu vois, je suis un fan de lémuriens, donc qui sont des espèces typiques de Madagascar. Et je Ok. dis, écoute, moi, mon rêve, c'est d'aller à Madagascar depuis que je suis petit. J'ai prévu de voyager là. Et du coup, on va en profiter pour faire un stage. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de m'inviter, tu vois. Donc, on leur a même amené du matos et tout. Parce qu'ils n'avaient pas de pattes d'ours, ils n'avaient pas de gants de boxe. Et ça, c'était un de mes meilleurs souvenirs de stage. Vraiment, c'était vraiment incroyable. Et là, c'était vraiment pour enseigner le Jeet Kune Do. Ok. Donc, il y a Madagascar, Martinique. euh, il y a Paris, il y a évidemment Los Angeles. Donc là, j'ai fait tout un épisode à Los Angeles parce qu'à l'Académie Innocento, mais malheureusement, on peut pas filmer à l'Académie Innocento. Donc à part mettre des photos, j'ai pas pu me faire montrer grand-chose. Mais comme j'étais avec des potes, on s'est entraîné, Sur voilà, la on s'est plage, arrangé pour faire etc. De quoi? Vous aviez, je comprends mieux pourquoi les vidéos sont sur la plage et c'est en dehors Voilà, ben voilà. du gym. Ok. Ouais, c'est un peu frustrant, mais on peut pas filmer à l'Académie Innocento. Donc voilà. Non, mais ça se Euh, respecte. Ouais, voilà, c'est comme ça, on respecte ça. Et puis, et donc après, ah oui, alors il y a le Tristar aussi à Montréal. Je sais pas si tu vois la salle, le Tristar qui est. Bah ouais, je suis déjà allé à Montréal, mais je suis jamais allé au Tristar. C'est la salle de. Je suis déjà allé à Montréal, mais je suis jamais allé là-bas. C'est la salle de Georges Saint-Pierre, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est là où Georges Saint-Pierre s'est entraîné, où il a fait toute sa carrière. Et le coach de Georges Saint-Pierre, il donne toujours cours là à Firas. Donc j'étais quand même souvent au Tristar. J'étais presque une dizaine de fois, je crois. Donc, Tu t'es entraîné avec Georges Saint-Pierre, du coup? non, je ne peux pas dire pas directement. J'étais là quand on faisait les sparring et tout. J'espérais pouvoir faire un sparring avec lui, mais voilà, je Ouais. voulais pas trop le déranger. Donc finalement, j'ai pas pu en faire. Par contre, j'ai suivi. Ce qui était exceptionnel, c'est que parfois il donne cours en fait au Tristar. Avant, c'était le lundi. Quand il est à Montréal, soit il vient pour s'entraîner, donc il s'entraîne avec tout le monde, tu vois, mais tu sais, vraiment de manière très discrète. Ou alors soit il vient pour donner cours, et j'ai pu suivre 2 cours avec lui. Et ça, c'était exceptionnel parce qu'il a une pédagogie. Bon, c'est déjà chez Georges Saint-Pierre. Moi, c'était un de mes combattants préférés. Et il a une pédagogie vraiment. C'est rare d'avoir un combattant d'un si haut niveau qui a en même temps une pédagogie aussi bonne. Et lui, c'est un vrai passionné d'arts martiaux et tu le sens. Et donc, j'ai suivi 2 cours avec lui. Il y a même un cours où il est venu, il y vient, il te corrige, il te montre des détails. Ça, c'est des trucs qui sont assez exceptionnels, tu vois. Et donc, oui, donc ça, j'ai eu la chance d'avoir. Mais surtout, le coach Firas, c'est aussi un des meilleurs coachs au monde. Et il est assez impressionnant aussi. Donc, j'ai aussi notamment le jiu-jitsu brésilien, le grappling, notamment, j'ai beaucoup progressé grâce au Street Star, tu vois. Parce que là-bas, le niveau est tellement haut. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué dans leur pédagogie? Tu dis par rapport au Tristar? Ouais. Bah, c'est surtout le niveau, quoi. Enfin, par exemple, le cours avec Firas, enfin, sincèrement, si t'as pas une ceinture bleue, tu suis pas, quoi. Et donc, si t'as pas un minimum 2 3 ans de pratique, et même quand t'as 2 3 ans de pratique, tu sens que le niveau, t'as beaucoup de compétiteurs, en fait, et des compétiteurs de très haut niveau de grappling international. Et le grappling Ouais. a explosé en termes de niveau en 10 ans, tu vois. Donc, ouais, tu vois des trucs, t'es là, ouf, ok. Surtout qu'à la base, déjà, le sol, c'est pas ma spécialité, c'est pas mon milieu, mon domaine. Maintenant, ça fait longtemps que j'en fais, mais ça reste toujours plus compliqué pour moi. Et donc, ouais, du coup, là-bas, quand tu es au cours, faut suivre, quoi. Faut vraiment suivre. C'est un peu élitiste, c'est-à-dire que, bon, voilà, c'est comme ça, si tu suis pas, bah, tant pis pour toi, tu vois. Ouais. Mais en même temps, ben, c'est un peu le prix à payer quand tu vas dans des cours où le niveau est haut, tu vois. Donc, et puis, il y a le cours, il y a le cours débutant et il y a le cours avec Firas. Mais donc, malgré tout, si tu es ceinture bleue, à partir de ce moment où c'est ceinture bleue, tu peux suivre. Mais t'as l'impression que quand t'es ceinture, enfin, moi j'étais ceinture bleue et j'avais l'impression d'être un débutant quand j'étais là-bas, mais c'est aussi pour ça que tu vas, parce que du coup, bah, c'est ça qui te fait progresser, tu vois. Non, oui, Hmm. et alors la précision et la précision, le détail et là aussi l'explication qui va derrière. Il y a toujours une raison, tu vois, et c'est toujours fonctionnel, c'est-à-dire que c'est jamais par hasard, quoi. Il n'y a pas de hasard vu que c'est pour des compétiteurs, donc ils peuvent pas se permettre d'apprendre des techniques qui fonctionnent pas, tu vois, ou qui pourraient peut-être fonctionner un jour, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est très ouais, très précis en fait. Donc Ok. c'est vraiment ouais, c'est vraiment le top niveau en termes pédagogiques. Donc voilà. Et alors donc le Tristar. Et alors évidemment Eke, je sais pas si tu as vu ma vidéo chez à Eke. Donc J'ai l'Eke, ça vu. se Mais trouve c'est à Saint-Joseph. c'est celle que j'ai vue en premier. Ah voilà, excellent. Ouais, donc là j'ai eu vraiment la chance énorme de quoi? J'étais dans une phase où je regardais pas mal de trucs de Khabib et en fait, je suis tombé sur cette vidéo comme ça.
Ouais. Et bah ouais, mais putain, ça fait bizarre de voir à l'époque, tu vois, comment. Surtout que quand tu le présentes, tu vois, il était déjà au niveau, tu vois, mais c'était pas la star que Ouais, c'est ouais. aujourd'hui encore. Non, Pareil pour clairement. Islam Makachev, tu vois, Islam. c'était. Hmm. Ouais, d'ailleurs, j'en parle même pas dans la vidéo, alors que si tu regardes bien la vidéo, on faisait tous l'échauffement ensemble et à un moment donné, on voit Islam Ouais, Makhachev, tu vois. ouais, ouais, Et ouais. je me dis, ah merde, j'aurais quand même dû prendre une photo avec lui parce que voilà, mais bon, bah, mais déjà à l'époque, tout le monde disait qu'Islam, c'était vraiment, à la salle, c'était vraiment, c'était quasi l'équivalent de Khabib, tu vois. Mais ça, c'est dans le milieu même. Et après, voilà, on l'a vu avec les performances qu'ils ont faites. Donc oui, c'était vraiment, alors Khabib, enfin, je l'ai connu, mais je l'ai pas connu, genre, c'est le moment où j'étais là, il commençait vraiment à être connu à monter, tu vois. Ça devenait un peu le nouveau prospect. Ouais, Mais à la salle, tout le monde disait déjà qu'il était au-dessus de tout le monde. Et ouais, donc la chance que j'ai eue, c'est que en fait, je connaissais quelqu'un qui s'entraînait au Tristar, qui vit, enfin, pardon, au Haikei, qui vit là-bas depuis plus de 10 ans. Thomas Diagne, qui est un champion de Sanda, en fait, et c'est comme ça que je l'ai connu. Moi, je l'avais invité en stage en Belgique, on est devenus amis. Il m'a dit, bah, si un jour tu viens, parce que comme il savait que j'allais à Los Angeles, il me disait, bah, si un jour tu veux venir à San José, c'est à genre 6 heures en voiture, il me dit, bah, tu viens et tu t'entraînes avec nous et avec la team, quoi. Et donc, à l'époque, alors là aussi, il y avait Daniel Cormier, il n'était pas encore super connu, mais il venait d'être champion du Strikeforce et il commençait à l'UFC. Mais c'était déjà le coach de lutte, c'est en lutte, c'était la référence au Ike. Il y avait surtout Ken Velasquez à l'époque qui était le plus connu, qui était le champion poids lourd UFC. Et il y avait Luke Rockhold aussi qui était au top à ce moment-là, qui lui avait chopé la ceinture en middleweight. Donc c'était avant, comme tu dis, c'était avant le Covid. Donc c'était 2016, 2016, 2017, 2018. Et alors, il y avait Khabib. Et moi j'étais déjà fan de Khabib à ce moment-là. Je trouvais que, je sais pas si tu as déjà un peu regardé les interviews de lui, c'est quelqu'un aussi qui est assez sobre, tu vois. Il reste assez simple aussi, assez ouais, accessible. Et je le voyais s'entraîner et tout. Je lui ai demandé, en fait, comme je dis dans la vidéo, au début de la semaine, enfin, moi, ça a été toujours mon truc. Si je vois quelqu'un à qui j'ai envie de m'entraîner, qu'un gars connu, bah, j'y vais, et puis on voit ce qu'il dit, tu vois. S'il dit non, il dit non. S'il dit oui, il dit oui. Et je lui avais proposé, je dis, ah, Khabib, ça me ferait plaisir de faire un sparring avec toi. Puis je voyais quand même qu'il tournait avec un peu tout le monde, donc je me suis dit, bah, s'il tourne avec tout le monde, bah, on peut tourner ensemble. Et donc à la fin, mais je voyais qu'il était en mode préparation et tout, donc je voulais pas trop l'embêter. Mais donc toute la semaine, je m'entraînais avec eux, donc on se croisait tous les jours. Et le dernier jour, c'est lui qui est venu, il m'a dit, ah, bah, écoute, tu m'as demandé sparring le lundi, maintenant, si tu veux, on fait sparring vendredi. Et donc on a fait un sparring, on a fait 2 rounds de boxe anglaise. Et après, il m'a dit, on peut faire boxe et lutte. Mais il voulait pas faire de coups de pied. Parce que je lui ai dit que je ouais. venais du Sanda, et donc je crois qu'il voulait pas trop prendre de risque de se prendre un coup, d'être blessé, j'en sais rien, mais je comprends, tu vois. Et donc, Pour du coup, on sa a fait prépa, boxe et ouais. lutte, mais évidemment, boxe et lutte, c'est tellement, il est tellement loin que bah, j'avais pas beaucoup de, enfin, à part peut-être de me déplacer au début. Et donc, on a fait un round, donc ça, il m'a attrapé. En fait, il m'a fait exactement ce qu'il a fait à tous ses combattants, dans tous ses combats. Il m'a coincé contre le mur, et puis il m'a fait du grand hand pound pendant 4 minutes. Et j'étais complètement désespéré. Donc, voilà, mais de manière gentille, tu vois. Ouais, ouais. Mais très, très dominant, très dominant tout le temps. En fait, t'as pas un espace pour respirer. Voilà, si dans le sparring, à un moment donné, tu arrives à le toucher, tout de suite, il te retouche. À la limite, tu le touches une fois, il va te retoucher 2 fois, il va avancer, et à ce moment-là, il va te mettre une projection pour te calmer tout de suite, tu vois. Mais avec un bon état d'esprit. Donc ça, c'était chouette, tu vois. C'était intense, c'était sérieux, mais c'était un bon état d'esprit. Et c'est ça qui est chouette avec les pros, tous les pros, et quasi tous les pros avec qui je me suis entraîné. Encore là, j'étais en Thaïlande, je me suis entraîné avec un gars super impressionnant, un gars de l'UFC en light heavyweight, je pense. Le gars, tu sais, un peu une gueule de tueur et tout. Et je me dis, et je le vois avec ses oreilles de chou-fleur. Je me dis, ah, lui, il doit être pro. Je sais pas où il doit combattre, mais soit au One FC, un truc un peu chelou. Là, je dis, c'est bon, allez, je vais lui demander s'il veut s'entraîner, tu vois. Parce que je sais qu'avec ces gars-là, t'apprends d'office et moi, je monte mon niveau. Je vais être au top, au top. Et en fait, c'était génial. Le gars était super sympa. Il m'a dit, ah, chouette entraînement, chouette partenaire. Mais tu dois toujours vraiment être, parce que tu te dis, t'as envie d'être un bon, t'as envie d'être un bon partenaire pour eux. T'as pas envie de leur faire perdre ton temps. Et en même temps, tu as envie de t'entraîner. Et donc, ça, j'ai toujours fait. Dès que je voyais un gars où je me dis, si c'est un pro, faut que j'y aille parce que c'est une expérience que tu vas peut-être pas vivre 2 fois, tu vois. Et c'est l'avantage quand tu voyages, par exemple, dans des grands camps assez connus, c'est que tu croises des combattants, et c'est ce que je dis toujours. Si tu fais du foot, bah, tu n'auras jamais la chance de faire un match avec Messi ou avec Ronaldo, tu vois. Par Ouais. contre, si tu fais des sports de combat et que tu as un certain niveau, même si t'es pas pro, mais tu as un bon niveau, même amateur, bah, tu peux tourner avec des gars dans la salle, dans des bonnes salles, tu peux aller tourner avec eux. Et en général, ça pose pas trop de problèmes, tu vois. Et ça, c'est une expérience qui est, pour moi, qui est irremplaçable, quoi. C'est super enrichissant. Donc oui, tu vois, que ce soit un cours avec Georges Saint-Pierre, un sparring avec Khabib, j'ai fait des cours de lutte avec Daniel Cormier, tu vois, enfin, qui est la référence en lutte, une des références en lutte avec moi. Donc je suivais ses cours, c'est lui qui donnait les cours.
Et là, Ouais. ça m'a vraiment donné aussi une autre vision de ce que c'était la lutte. Et donc, tu vois, donc voilà, et je me suis entraîné avec des coachs comme Firas Sahabi, qui est super connu. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu prends aussi de l'expérience, quoi. C'est en accumulant ce genre de choses, tu vois. Et alors, Donc, quand oui, Daniel oui, et Cormier donc, fait un cours de... de quoi? Quand Daniel Cormier fait un cours de lutte, par exemple, ça se structure comment son cours? Je dirais que c'est un cours relativement classique. Il y a un échauffement, Mhm. beaucoup de Ouais. drill, et c'est surtout, c'est un peu différent d'un cours, on va dire tout niveau classique que moi je peux donner à mon club. C'est plus comme c'est quasiment que des pros et des combattants ou des amateurs qui viennent. Chacun sait ce qu'il a à faire. Il va donner deux trois thèmes, deux trois exercices, mais il va pas venir derrière, ah non, c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que tu dois faire, sauf s'il y a un truc spécifique ou s'il y a une demande spécifique. T'es plus indépendant, t'es plus autonome dans l'entraînement parce que tu t'entraînes avec une team. C'est un peu comme un entraînement classique et c'est beaucoup plus appliqué aussi. Par exemple, tu vois, beaucoup de positionnement. Par exemple, ok, on va pas te dire un exercice de A à Z, mais on va te dire, ok, maintenant vous partez contre le mur, vous prenez en single leg et maintenant il y en a un qui vous devez sortir. Mais il te dit pas comment sortir, mais tu dis, c'est ce que on travaille par situation, en fait, tu vois. Ok. Donc, c'est-à-dire que si tu connais pas grand-chose, tu vas être vite perdu. Et d'ailleurs, je me souviens, mes premiers cours de lutte, le tout premier que j'ai fait, à un moment donné, je me suis assis parce que j'avais pas assez de base et je voulais pas que les combattants perdent leur temps. J'avais pas assez de base que pour comprendre ce qu'ils étaient en train de faire. Ça m'a pris un peu plus de temps. Mais comme je suis allé plusieurs fois et que j'ai bossé ma lutte avec le temps, après, j'étais beaucoup plus à l'aise, tu vois. Donc, Ok. voilà, c'est comme ça, hein. En fait, c'est, comme disait Bruce Lee, pour apprendre à nager, il faut aller dans l'eau, tu vois. Donc, à un moment, t'as pas le choix. Hmm. Et c'est comme les sparring. Moi, je suis un fan de sparring. J'adore les sparring. J'ai fait des milliers de sparring partout avec plein de gens de tous les niveaux. Là, il n'y a pas le choix. Si tu veux apprendre ta garde, tu dois d'abord te prendre des coups, tu vois. Donc, et puis voilà, si tu travailles intelligemment, tu peux vraiment t'entraîner bien, même intensément, et sans prendre trop de coups, sans prendre trop de blessures. Et donc, voilà, moi je te dis, j'ai 45 ans et en fait, j'ai jamais eu de grosses blessures. Là, je suis retourné en Thaïlande cet été pendant 3 semaines. J'ai pu bien m'entraîner, mais aussi parce que je me connais. Parfois, je mets un peu mon ego de côté. Je fais attention avec certains partenaires qui sont parfois trop brutaux. Je dis non, non, c'est à lui, je préfère éviter parce que j'ai pas, ça m'intéresse plus de me blesser en fait, tu vois, parce que je le fais par passion, je le fais plus parce que j'ai un objectif. J'ai pas un combat à préparer, tu vois, ma vie n'en dépend pas et donc voilà. Et donc c'est ça, c'est aussi une sorte d'équilibre avec le temps, quoi. Ok. Et alors, du coup, ouais, quand tu vas en Thaïlande, là, pour parler de la Thaïlande, Ouais, je suis allé en Thaïlande 4 mois, tu vois, sur cette dernière ouais, c'est année. vrai. Donc, T'as été où? ouais, j'ai été à Bangkok et après à Ouais, Samui. à Koh J'ai fait Samui. 2 mois. Ouais. Ouais, où ça, à Koh Samui? J'ai été à Super Pro pendant 2 mois. Ah, Super Pro, non, ça j'ai pas été. Attends, Super Pro. Ça te dit Moi rien? j'ai fait Et deux là, camps j'y à Koh retourne dans Samui. 3 semaines, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Ah cool. Ah trop Ouais, bien. à Ah Bangkok. c'est Mais une belle alors, du ville coup, en ma plus. question. Ma question, Ouais, parce que c'est vraiment la question que je voulais te poser aussi de base. ouais. C'est quand tu vas. Bon, là, tu as cité des camps ou des gyms qui sont très connus quand même. Mais quand tu vas Ouais. en Thaïlande pour la boxe thaï, tu vas que dans des gros clubs ou tu vas dans des clubs enfin, des camps qui sont peut-être un peu moins connus, peut-être plus Ouais. authentiques? Ouais, c'est Comment ça. est-ce que tu gères cet équilibre entre les camps touristiques entre gros Ouais. guillemets, hein, Ouais, et ouais, les c'est camps ça. Ouais, ouais. Ouais, traditionnels? c'est une bonne question. En fait, au départ, la première fois que j'étais en Thaïlande, c'était en 2015. Donc, tu vois, ça commence déjà à dater. Et Ouais, je suis c'était allé pas au pareil, Tiger je Muay pense. Thai, je suis allé au Tiger Muay Thai, qui est une des salles les plus connues. Et à l'époque, en fait, ça commençait à grandir. Mais c'était un peu la référence en Muay Thai. Et tu sais pourquoi j'étais au Tiger Muay Thai? Enfin, c'est un peu comme quand tu es fan de quelqu'un, bah, tu t'inspires des personnes. J'avais vu Georges Saint-Pierre qui avait été au Tiger Muay Thai. Il avait été faire un camp de boxe Thai là-bas. Tu vois, il avait ça un de ses profs Ouais. là-bas. Et je m'étais dit, ok, c'est bon, j'y vais. Je me suis pas trop cassé la tête. J'étais pas je suis pas un puriste du Muay Thai. À la base, je suis pas je vais pas dire un vrai pratiquant de Muay Thai, mais c'est pas mon style de prédilection. Ouais. C'est un truc que j'ai découvert avec le temps. J'en ai toujours beaucoup fait, mais c'est toujours en plus du reste, tu vois. Et je me suis dit, ah, mais je vais aller au Tiger Muay Thai. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai fait l'épisode aussi, pour la série Martial Globetrotter. J'ai fait un épisode de Tiger Ouais. Muay Thai, qui était la deuxième fois où j'avais été. Donc, j'avais été la première année, puis je suis retourné l'année d'après. C'est là que j'ai fait l'épisode. Et en fait, j'avais beaucoup aimé parce que déjà, bon, en fait, j'aimais bien la structure pro. Et là, mais l'année où je suis allé, ça restait encore un peu authentique. C'est-à-dire que, notamment le cours avancé, je me souviens, t'avais que des tailles, c'était un petit endroit, il y avait moins de monde que dans le cours Ouais. débutant et intermédiaire. Et donc, j'ai eu le sentiment d'avoir quand même eu entre guillemets, un vrai camp de boxe taille. Je faisais que de la taille, je faisais le cours du matin et le cours du midi, tous les jours, enfin, tu vois. Voilà, je me suis dit, je Mhm. vais vraiment le vrai camp de Muay Thai. Et en fait, à ce moment-là, le MMA commençait aussi à vraiment se développer, y compris en Asie. Et puis j'avais peut-être juste été faire un cours ou deux. Je me souviens que j'avais été à un cours de MMA à l'époque pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Mais Ouais. après, en fait, comme moi je fais du MMA, bah, je me suis dit autant combiner les deux et aller dans un camp où je peux faire à la fois Muay Thai, un peu de lutte, un peu de sparring MMA de temps en temps et du jiu-jitsu, du grappling, tu vois.
En fait, si tu veux, comme quand tu voyages, bah, tu essayes d'économiser ton temps, ou en tout cas de rentabiliser ton temps. Bah, Hmm. comme moi, je fais un peu, je suis pluridisciplinaire, bah, je me suis dit non, c'est là, c'est entre guillemets le plus rentable, c'est d'aller dans un camp qui fait Muay Thai et MMA. Et en fait, c'est Ok. pour ça que j'étais dans les camps connus, parce que c'est simplement, du coup, c'est aussi les camps les plus touristiques. Mais c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Genre le Tiger Muay Thai, par exemple, je suis retourné cet été, j'ai beaucoup moins aimé. C'était vraiment, tu sens les coachs étaient vraiment très très blasés d'avoir autant de monde. C'était pas agréable. Et par contre, j'ai fait des petits camps, comme à Koh Samui, par exemple. J'étais au Lama et Muay Thai. J'avais fait Oui. une semaine là-bas. Ouais, alors des trucs peut-être un peu. J'étais aussi à Koh Phangan, au Diamond Hmm. Muay Thai, qui est beaucoup plus authentique. Là, c'est que du Muay Thai, tu vois. Hmm. Donc j'ai quand même fait quelques camps. J'en ai fait à Koh Samui. J'avais le Punch It aussi. J'ai fait. Bon, ça, c'est un peu plus touristique, mais c'est aussi Oui. à Koh Samui. J'ai fait un camp à Bangkok, mais là, j'ai fait que deux, trois entraînements parce que j'étais pas là longtemps. J'ai quand même testé, tu vois. Et c'est vrai que j'avoue que la dernière fois, le Tiger Muay Thai, je me suis dit non, c'est vraiment trop une industrie. Et en plus, les coachs, en fait, tu sens que ça a mal évolué. Par contre, je suis allé cet été pour la première fois, en tout cas pendant 2 semaines, j'étais au. Ben, c'est ça, hein, c'est le camp qui est en train de monter, c'est le Bangtao Muay Thai. Je sais pas si tu as entendu parler Oui. du Bangtao Muay À Thai. Phuket aussi? Hein? À Phuket également, pas Ouais, qui est loin à du Phuket, ouais. Tiger. Donc voilà, en fait, j'ai fait 2 semaines au Bangtao Muay Thai, puis après, je suis retourné au Tiger et j'ai fait d'autres camps à côté. Parce que dans la rue du Tiger Muay Thai, il y a d'autres camps, hein. C'est une rue, il y a plein de camps d'entraînement. Donc, tu vas au Tiger, mais je fais aussi mes petits. Parfois, je fais des coachs privés. En fait, quand je prends des cours privés, j'aime bien aller dans des petits camps aussi, tu vois. Ouais. Où les profs, ils parlent à peine anglais. Donc, j'en ai fait quand même pas mal. Mais par contre, je suis allé cette année au Bangtao, qui est le camp en train de monter en termes de MMA, par exemple. C'est assez hallucinant. Ils ont invité Georges Saint-Pierre en stage. Ils ont invité Ouais. John Jones en stage. Je sais même pas comment ils ont fait, parce qu'à priori, John Jones, il donne pas de stage. Et ils ont invité Tyson Fury, enfin, tu vois. Donc là, voilà, en 2 ans, ils ont ouvert il y a 2 ans, ils ont explosé. Et par contre, si tu fais que le Muay Thai là-bas, tu as vraiment l'impression d'être dans un camp de Muay Thai. Après, l'infrastructure est très pro, c'est super touristique, mais ça change rien à la qualité des profs et des cours. Donc, j'ai fait le cours de D'accord. combattant, j'ai fait le cours avancé, j'ai fait le cours tout niveau. Et en fait, tu es dans un cours de Muay Thai. C'est juste que tu as quasi que des occidentaux et que l'infrastructure est très professionnelle et très touristique. Et donc, tu as le tourisme à côté, mais c'est pas parce que c'est touristique que forcément l'entraînement est moins bonne qualité. C'est un peu plus pro aussi. Et surtout quand tu fais du pluridisciplinaire, bah, c'est imbattable parce que tu vas au MMA le matin, puis tu vas au kickboxing, puis tu vas au Muay Thai, puis tu vas au Jiu-Jitsu. Et ce qui est vrai, enfin, toi, si tu as fait du Muay Thai, tu te rends compte que parfois le Muay Thai, c'est un peu aussi répétitif. C'est-à-dire qu'au niveau pédagogique, parfois c'est un peu limité. On te fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de kicks, Hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de cardio, tu vois. Mais moi, j'aime bien varier. Donc, à un moment donné, j'adore le Muay Thai, mais quand j'en ai un petit peu marre, entre guillemets, du Muay Thai, ben, j'aime bien pouvoir changer. Parce que du coup, j'ai l'impression que c'est un peu trop répétitif. Et c'est comme ça que je trouve mon compte, en fait, tu vois. Et c'est vrai que, entre guillemets, enfin, je vais pas dire malheureusement, mais si tu veux un camp où il y a plusieurs disciplines, c'est souvent les gros camps d'MMA, gros camps de Muay Thai un peu touristiques. Et Ok. oui, voilà, c'est vrai que parfois il y a un côté que j'aime moins, mais bon, voilà, c'est la perfection, voilà. Donc, Je comprends mieux. je trouve mon compte, en fait. Et c'est pour ça aussi que je vais dans différents endroits, tu vois, parce que du coup, t'es pas trop lassé, en fait. Je Voilà. comprends mieux. Et Donc toi, tu alors, fais du tu Muay sais Thai, les... alors. De quoi? Toi, tu fais du Muay Thai et tu pratiques, en fait. Ouais, c'est ça. De base, j'ai fait pas mal de judo et là, je fais du Muay Thai Ah, depuis un an. Mais ah, cool. j'adore. J'adore la Ouais, c'est culture génial. autour également. Ouais, ok. Et justement, toi, ton approche du sparring, parce que tu sais, en Thaïlande, souvent, Ouais, ils ont une approche assez, en tout cas, dans les camps vraiment tradis, ils ont une approche assez, pas soft, tu vois, du sparring, mais ouais, c'est un peu à toi, à moi et souple, ouais, tranquille. ouais. Et nous, pour les Occidentaux, c'est parfois un peu différent, tu vois, t'as du sparring plus lourd, souvent. C'est vrai. Toi, c'est quoi ton approche entre ces deux façons de faire? Bah, je dirais ça, là aussi, ça dépend de ton objectif. Comme je te dis, moi maintenant, mon but, c'est de m'entraîner, on va dire de manière un peu plus safe, de pas prendre trop de risques, et surtout de pouvoir m'entraîner le plus longtemps possible, mais aussi le plus régulièrement possible. Et moi, je trouve que les Thaïlandais, en fait, ils sont très intelligents parce que pourquoi? Ils combattent toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, on sait pas. Et donc, si tu t'entraînes à fond tous les jours, 2 fois par jour, en fait, tu vas d'office te blesser si tu fais des sparring à fond, d'office. Ouais, Euh, et c'est un peu le problème. Après, il faut trouver un juste milieu, parce que si tu fais que du sparring léger, ça va pas non plus. Mais par contre, le sparring léger te permet d'avoir beaucoup d'expérience, de tester plein de choses, et surtout de pas te blesser. Et donc, du coup, ben, et en MMA, je pense que tu as pas mal de gens qui bossent comme ça aussi. Puis c'est juste que dans les phases de préparation de leur combat, bah là, c'est gros casque, gros gants, mais c'est surtout, tu vas t'entraîner aussi avec des partenaires, pardon, des partenaires qui savent comment bosser et, ouais. euh, et qui permettent que même si, moi, j'aime bien m'entraîner plus dur, mais pas avec n'importe qui.
Tu vois, parce que alors tu te prends des coups dans les genoux ou des accidents, un truc comme ça. Non, non, non. J'ai plus la patience. C'est bon, j'ai donné, quoi. Tu vois, Je vois, je vois. quand tu commences, ok, tu te prends des coups, tu te prends tous les gars, tu te prends, t'as un sac de frappe, tu sais que c'est comme ça. C'est comme quand t'es ceinture blanche au jiu-jitsu, tu sais que t'as toutes les ceintures bleues qui te passent dessus. Voilà, Hmm. ça fait partie du jeu, tu vois. C'est comme ça qu'on apprend. Mais à partir d'un moment donné, t'as envie de t'entraîner plus intelligemment. Et moi, personnellement, enfin, les entraînements que, moi, si je fais un sparring contre un gars, par exemple, où je vois qu'il a pas la même expérience que moi, il a un niveau en dessous. Bah, en fait, parfois, je prends moins de plaisir parce que je suis plus méfiant, parce que j'ai peur qu'il me lâche un coup, qu'il me fasse un truc qui me fasse mal, tu vois, gratuitement ou sans qu'il se rende compte, qu'il comprenne, enfin, tu vois. Par contre, quand Je je suis au fais moins dans le contrôle. un sparring avec un pro, même s'il appuie, je sais qu'il contrôle parce qu'il a l'habitude. Et en fait, c'est génial parce que là, ça devient un vrai échange et ça me pousse à monter mon niveau, tu vois. Et c'est comme je te donnais l'exemple du gars avec qui je me suis entraîné, là, qui combattait en UFC, qui faisait 10 ans, il faisait 10 centimètres en plus que moi et probablement au moins 10 kilos en plus. Le gars, on a fait sparring ensemble, c'était génial. Donc j'ai senti qu'à tout moment, il pouvait me toucher et que ça pouvait partir. Mais en même temps, dès qu'il me touchait, il y avait du contrôle. Et il acceptait aussi de se faire toucher. Et à la limite, ça le faisait plaisir quand il se faisait toucher aussi, parce que du coup, il pouvait travailler un peu. Et là, ça pour moi, c'est les meilleurs sparring. Donc, c'est pas on va pas aller non plus que, ah, ça va, excuse-moi, ça va, je t'ai pas fait trop mal. Non, c'est du sparring. Mais voilà, mais un gars qui a un certain niveau, il sait comment bosser. Et moi, je préfère faire des sparring avec des gens qui ont un très très bon niveau, même des gens qui sont meilleurs que moi. Parce qu'en fait, en général, ils s'entraînent plus intelligemment. C'est pas vrai pour tous, hein. T'en as parfois qui cognent très très dur. J'en ai eu quelques-uns. Ça m'est déjà arrivé de rentrer chez moi avec la tête comme un seau. Euh, mais aussi, voilà, c'est comme ça. C'est pas forcément agressif. C'est juste que parfois, tu as des gens qui bossent dur. Et c'est important aussi d'apprendre à recevoir des coups forts parce que du coup, ça te permet d'être plus vigilant. Donc, j'ai eu des séances de sparring qui étaient très dures. Ou genre, par exemple, quand on te met aussi, parce que par exemple, tu as un combattant qui cherche des sparring partners parce qu'il se prépare pour un combat. Alors là, il te met dans la cage, par exemple, avec le gars et entre guillemets, tu dis voilà, maintenant vous faites 3 rounds, et tu sais que le gars va y aller à fond, parce que lui, il est en mode prépa, tu vois. Ça m'est déjà arrivé 2, 3 fois. Et là, j'ai vu la différence, tu vois. Et là, je fais ah ouais, ok. Et c'est comme quand je faisais des compétitions, la sensation est complètement différente, parce que tout est tellement intense. Et là, ton cardio est différent, donc il y a le stress, etc. Mais c'est intéressant, mais tu peux pas faire ça tout le temps, quoi. Et donc, je dirais, moi, j'adore les sparring, j'ai envie d'en faire le plus longtemps possible, et je continuerai, Ouais. mais pas n'importe comment. Et je trouve que les Thaïlandais, en fait, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, je dis, si vous arrivez à jouer en faisant un sparring, à vous contrôler, à tel point que vous pouvez vraiment vous amuser et faire quasi tout et n'importe quoi, à la limite, je faisais encore un sparring avec un coach de Muay Thai là, quand je suis allé en Thaïlande, puis à un moment donné, j'attrape sa jambe, lui fais un petit balayage, et il fait, oh, il tombe et il rigole, il dit, hey, tiens, on rigole Euh, tous les deux. Mais c'est génial, tu vois, alors qu'il est prof, il est coach. Il pourrait me dire, ouais, pour qui tu te prends de me faire, tu sais, de me faire un balayage. En fait, il s'en fout parce que c'est du jeu, tu vois. Et il est content parce que tu as réussi à appliquer un truc à la limite qu'il t'a peut-être montré un autre jour. Et ça, je trouve ça génial parce qu'alors tu peux en faire quasi tout le temps. Et par contre, un coach de Muay Thai, si tu commences à pas le respecter, à le frapper trop fort ou à faire un truc qu'il t'a dit de pas faire, s'il commence à s'énerver, là, t'es dans la merde. Et là, tu le sais. Et j'ai vu des vidéos comme ça. Et mon premier coach de Muay Thai, il faisait 20 kilos en plus que moi, en moins que moi. Et en clinch, c'est pas ma spécialité, mais à l'époque, je connaissais pas grand-chose. J'ai fait du clinch avec lui, mais le gars, il me mettait à terre tout le temps, hein, alors qu'il faisait 20 kilos en plus, en moins que moi. Donc j'ai vu que ces gens-là, bah, qui font des combats depuis qu'ils sont petits, même s'ils se font 20 kilos en moins, 20 kilos en moins en plus que moi, quand ils switchent, tu vois, ce switch que tu peux avoir, à un moment ouais. donné, quand tu dis non, 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 là, ça va pas. Il rigole avec toi en sparring, etc. Mais tu sais qu'à un moment donné, si ça part sérieusement, tu sais qu'aussi, ils sont capables de se donner. Et puis, tu les vois travailler au PAO, tu dis, ouf, tu vois, heureusement qu'ils ne bossent pas Hmm. comme ça en sparring, tu vois. Ouais, Et c'est ça qui est totalement. chouette, c'est-à-dire, moi, c'est ce que je dis aussi à mes élèves, je dis, à 100% dans les PAO, à 100% dans le sac, faites attention au poignet, mais voilà, en gros, allez-y. Par contre, en sparring, vraiment le moins possible, parce que sinon, à part pour les préparations de compète, mais même pour la préparation de compète, si tu vas à 100% et que tu te blesses une semaine avant ton combat, en fait, c'est tout ça. Tu dois te doser. Il y a un juste milieu à trouver, tu vois. Hmm. Et donc, du coup, moi, j'aime bien les deux. Mais je dirais, en majorité, je préfère les sparring légers parce que du coup, tu peux vraiment t'amuser. Et ce que je dis aussi, c'est que du coup, comme t'as pas peur de te faire mal, ben, en fait, tu vas essayer des trucs que tu vas peut-être pas toujours essayer d'habitude parce que sinon, tu fais toujours ce que tu t'arrives à faire et ce qui te convient pour toi. En gros, tu vas toujours faire les techniques que tu fais le mieux parce que c'est plus rassurant, tu vois. Mais quand tu es dans le mode jeu, alors t'essayes, et puis tu te trompes, et puis après parfois tu te plantes, et puis après tu te fais toucher, et tu dis ah merde, et tu rigoles, tu vois, et ça devient comme un jeu vidéo en fait. Tu Hmm, vois, totalement.
Mais pour arriver à ce niveau-là, ça demande d'avoir un bon niveau. Et c'est justement, c'est ça le truc. C'est ça que j'aime bien en Thaïlande, c'est que s'ils arrivent à le faire, c'est parce que, entre guillemets, c'est tous des tueurs sur le ring, tu vois. Et Bien ils le sûr. savent, ils n'ont pas besoin de le prouver, et donc ils peuvent se permettre de s'amuser. Et même Georges Saint-Pierre, ce qu'il dit, il dit souvent ça, il dit, euh, quand il demande, même, par exemple, imagine, t'es combattant professionnel, Mm. c'est comme les stars en fait. Tu vois, des gens comme Jean-Claude Van Damme ou comme Bruce Lee ou des gens comme Georges Saint-Pierre qui sont des stars. Tu as souvent des gens qui viennent te défier, mais tu vois, des gens un peu bêtes qui veulent le prouver. Ouais, non, moi, un combattant UFC, je m'en fous, je peux t'allonger en 3 secondes, tu vois. Mm. Donc, t'as surtout pas envie d'avoir affaire à ces gens-là quand t'es un gars connu, parce que t'as tout à perdre à répondre à ces gens-là, tu vois. Et ce que Georges Saint-Pierre, il dit, quand tu commences un sparring, tu dis au gars, let's play. Tu fais un sourire, tu dis, OK, man, let's play, you know. Et quand tu commences comme ça, c'est-à-dire que le gars, déjà, il va se calmer dans sa tête, ça va peut-être le faire descendre, il va peut-être être un peu moins agressif, un peu moins tendu, il va avoir moins peur, ou il va avoir moins envie de te rentrer dedans. Et tu dis, ouais, let's play. Mais tu sais, tu dis ça avec confiance, avec un petit regard, un truc sympa et tout. Let's go, et tu vois. Et en fait, il dit, ça change tout dans l'attitude de tes partenaires. Parce que, euh, parce que souvent, quand tu sais ce que tu peux faire à quelqu'un, t'as pas envie de le faire ou t'as rien à prouver, tu vois. Donc, et t'es là en mode entraînement. Et souvent, les gens mélangent entraînement et combat. Et faire la différence entre les deux, ça demande de l'expérience. Donc voilà. Mais donc, pour répondre à ta question, moi, je trouve ça bien. J'aime bien cette philosophie de sparring léger sous forme de jeu. Et voilà. C'est quelque chose que j'essaie d'apprendre aussi à mes élèves, mais c'est pas facile. C'est vraiment, vraiment difficile. Mais pour moi, c'est un signe de maîtrise, tu vois. D'arriver à faire ça, c'est un signe de maîtrise. Donc voilà. Mais justement, tu vois, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais. Donc, tu es aussi psychologue de formation, tu le disais. Ouais, exact. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ton regard par rapport à ça, par rapport à l'ego des gens, etc. Ouais, Comment est-ce que comment est-ce que tu vois ça avec ton œil de psychologue, du coup? ouais. Je sais plus qui disait, mais les, je sais plus qui disait, les arts martiaux, c'est un bon moyen de lutter contre l'ego ou un truc comme ça, ou même de manière même plus concrète, les jabs et les crosses, c'est un bon outil pour rendre l'autre humble ou quelque chose comme ça, tu vois. Hmm. Et en fait, tu l'apprends dès tes premiers cours. Tu sais qu'il y aura toujours quelqu'un plus fort que toi. Tu sais qu'au début, de toute façon, t'es nulle part. Et en fait, ça t'apprend l'humilité. Enfin, normalement, une des valeurs de base dans les arts martiaux, c'est l'humilité. C'est pour ça que parfois, dans le milieu du MMA aujourd'hui, j'ai parfois un peu plus de mal parce que justement, c'est l'inverse. Aujourd'hui, notamment via les réseaux sociaux, tu dois te mettre en avant, tu dois faire du trash talking, tu dois, à la limite, au plus t'insultes, au plus t'auras de vues. Enfin, tu vois, je caricature un peu, mais je trouve, tu sais, t'as une dimension très, très machiste aussi, très narcissique, que moi, personnellement, je suis pas toujours fan. Mais après, tu vois, c'est du show, mais tu sais pas toujours si vraiment il y a du show ou si, à quel point c'est sérieux. Tu as quand même du respect, tu as aussi les arts martiaux, mais ça, c'est une dimension que j'aime moins, parce que normalement, c'est censé t'apprendre l'humilité, tu vois. Et ce que je trouve pas mal au niveau psychologique, c'est la gestion des émotions. Alors ça, je trouve que c'est un super outil. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis souvent, quand tu regardes un peu les gens qui pratiquent, on va dire, je veux dire les sports de combat. Peut-être pas, parce que la population des sports de combat et la population des arts martiaux, c'est pas tout à fait la même, tu vois. Ouais. On va parler des sports de combat. Quand je vois les gens qui viennent se faire des sports de combat, que ce soit des élèves que j'ai au club, ou que ce soit les gens à qui je pratique quand je vais m'entraîner ailleurs, ou des combattants, etc., souvent, tu as deux types de profils. Alors, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais c'est ce que moi j'ai observé. Soit tu as des gens qui, à la base, étaient plutôt peureux, timides, pas bagarreurs, calmes, etc., et qui peut-être ils ont eu des emmerdes, ou peut-être on les a un peu emmerdés, ou peut-être ils ont pas confiance en eux, ils se disent, ben, tu fais aussi les arts martiaux et les sports de combat pour apprendre ça, ou dépasser un peu ta peur. T'as peur de ramasser des coups, t'as peur voilà, t'as peur d'être nul, t'as peur, voilà, tout cet aspect d'estime de soi que tu peux travailler. Mais bon, qui prend du temps, hein, c'est pas en 3 cours, hein, c'est quelque chose qui, moi j'ai vu ma personnalité évoluer après, je dirais au moins 10 ans, j'ai vu que j'ai commencé à avoir des différences, tu vois. Hmm. Et ou alors, à l'inverse, tu as aussi d'autres types de profils, ce sont des gens qui justement sont plutôt bagarreurs, des gens impulsifs, parfois tu sais, un peu peut-être avec un passé délinquant, des choses comme ça, ou des gens qui ont grandi dans la rue, mais qui grâce au sport de combat sont arrivés justement à contrôler leur impulsivité, à apprendre des valeurs, à avoir tu sais, le coach qui est quasi comme un père qu'ils n'ont peut-être pas eu chez eux, tu vois, où ils sont sortis de leur bande, où ils ont peut-être arrêté certaines activités délinquantes, où au lieu de se battre dans la rue, ils avaient préféré se battre dans le ring et ils ont compris qu'en fait il y avait des règles et que là, entre la baston en rue et la bagarre et le combat dans un ring, ça n'a strictement rien à voir. D'ailleurs, en général, ceux qui combattent, qui font des combats de rue, ils pensent qu'ils sont forts, ils arrivent dans un ring, ils tiennent pas un round, notamment à cause du cardio notamment, tu vois, Ouais. et à cause de la stratégie, de la technique. Donc c'est intéressant. Et donc du coup, tu as un peu ces deux trucs. Et je trouve qu'en termes de gestion de l'agressivité d'un côté ou de gestion de la peur de l'autre,
Alors, les arts martiaux, je trouve qu'il y a un côté, c'est un peu différent. En termes de sport, j'ai rarement vu d'autres sports qui permettent de travailler ça. Notamment parce que quand tu fais même un sparring, quand t'as pas l'habitude, t'as l'impression d'être en fait en mode survie. T'as un mécanisme au niveau de réflexe, hein, c'est-à-dire de survie de ton cerveau, qui fait que tu es en danger. Tu vois, et quand tu es en danger, tu as des réactions ben, que tu n'as peut-être pas quand tu es dans une situation normale. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le système sympathique. Tu vois, c'est un système autonome qui te permet de réagir face au stress, face à un danger, de fuir face à un prédateur, tu vois, ou de te figer aussi. Tu peux aussi complètement te figer par la peur. Et enfin, moi je l'ai vu notamment quand je faisais des compétitions. Ben, c'est sûr qu'avant un combat, c'est là où tu as le plus de stress. Même Georges Saint-Pierre, il disait, le jour du combat, c'est le pire jour de l'année, tu vois. Il dit, j'adore combattre, mais je déteste la compétition et je déteste le jour du combat. Parce que tu es tellement envahi du stress, ou tu vois, que tu as juste envie de c'est de rentrer chez toi, tu vois. Et ça, par contre, si tu arrives à le surmonter, je trouve que c'est incomparable. Et je l'ai vu dans des compétitions, même amateurs. J'ai vu, par exemple, avant mes combats, il y avait des gars, ils étaient dans les gradins, hein, ils étaient là pour combattre. Tu avais des gars qui allaient vomir aux toilettes, et tu as des gars qui disaient non, je ne fais pas, je monte pas sur le tatami. C'est pour ça qu'on dit souvent monter sur le tatami, tu as déjà gagné en fait. Et parce que même si tu n'es pas le plus fort, tu es déjà dans les 10% au-dessus de l'immense la majorité des gens qui n'auraient pas le courage de monter sur un tatami ou monter dans un ring. Tu Mm. vois, alors c'est pas une critique, hein, parce que voilà, tout le monde n'est pas fait pour faire des sports de combat, mais moi, entre guillemets, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup appris, tu vois, en termes psychologiques, en termes émotionnels. Et aussi, après, tu as moins peur, donc tu as un peu plus confiance en toi, donc peut-être t'inspires un peu plus le respect, mais aussi, tu es aussi plus respectueux avec les gens, donc en fait, tu as moins d'embrouilles, donc en fait, il y a beaucoup moins de chances qu'il t'arrive un truc aussi à l'extérieur, tu vois, et puis ça te rend plus apaisé moi, c'est un truc que j'ai vu chez moi, tu vois. T'as moins de choses à prouver, donc au final, tu es plus ouvert, tu vois. Et ça, je trouve qu'en termes éducatifs, parce que je donne cours à des futurs éducateurs spécialisés, et notamment, ils utilisent l'outil sportif. Et je trouve que la boxe, par exemple, ou le MMA, si tu utilises ça intelligemment, mais tu peux faire je vais pas dire des miracles, mais en termes éducatifs, voire même thérapeutiques. Il y a même un gars qui a développé ce qu'il a appelé la boxe thérapeutique, ou la psychoboxe, je crois qu'il a appelé ça. Mais voilà, alors moi, je suis pas psychologue, je donne des cours de psycho, mais je suis pas psychologue clinicien, j'ai pas un cabinet avec des patients. Mais Mm. par contre, j'y pense de plus en plus et je me dis, si un jour je me lance comme psychologue, c'est des choses que je proposerai. Je dirais pas que c'est pas un miracle, hein, c'est pas fait pour tout le monde, mais ça fera partie des outils que j'ai envie de proposer. Je fais du yoga aussi à côté, j'en fais depuis vraiment longtemps. D'ailleurs, il y a un épisode, l'épisode à Bali, je sais pas si tu as vu, où Je je l'ai parle pas du vu, mais yoga. j'ai pas regardé la vidéo, mais je l'ai vu Non, justement. non, pas de souci. Et donc, ben voilà, à Bali notamment, j'ai été spécifiquement pour ça. J'adore le yoga. Et Mhm. j'ai même fait une formation de prof l'année passée. Donc, officiellement, j'ai le certificat de prof. Pour l'instant, je donne pas cours, mais c'est juste un outil que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, très complémentaire des arts martiaux, une pratique beaucoup plus interne. Et je me dis, bah, ça, c'est des outils que tu peux utiliser ensuite en thérapie, tu vois, ou comme psychologue ou comme coach. Et tout ce qui est suivi en termes de suivi individuel. Et alors, j'ai vu aussi, par exemple, l'évolution de mes élèves entre avant la compétition et après la compétition. Parce que je leur propose, tu sais, on en fait allez, une ou deux par an. Je suis pas trop orienté Ouais. compétition, mais je leur dis, si vous voulez donner cours, si vous voulez être assistant, si vous voulez être coach, ben, à un moment donné, si tu veux enseigner les sports de combat, tu dois avoir une expérience du combat. Et je vois leur transformation en termes de niveau et de confiance en eux, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Donc même un combat amateur, voilà, je dirais, si un jour des gens font un sport de combat, même 2 3 ans, faites un jour un combat amateur, testez-vous, ça apporte énormément et on apprend à se connaître en fait. Parce que je trouve que même en sparring, tu peux, sans parler avec la personne, tu peux déjà voir à qui tu as affaire et voir un peu comment sa personnalité s'exprime. Est-ce qu'il est Mm. stressé? Est-ce qu'il est agressif? Est-ce qu'il est sympa? Est-ce qu'il est fair-play? Tu vois, donc est-ce qu'il check? Tu vois, comment il te remercie à la fin? Tu vois, donc souvent, la plupart du temps, tu te fais des potes aussi en t'entraînant avec eux. Mais est-ce qu'il est sympa? Est-ce qu'il est introverti? Est-ce qu'il est extraverti? Enfin, tu vois, moi je suis psychologue, donc je regarde un peu ces choses-là. Et à T'analyses travers comme le ça, ouais. sparring, on s'exprime en fait, on exprime beaucoup d'émotions. Mm. Et moi je vois bien, par exemple, je suis pas j'ai jamais été bagarreur. Et mon style, j'ai plutôt un style défensif et de contreur. Je suis pas le gars qui va avancer, qui va commencer à rentrer, tu vois. Et c'est normal, ça fait partie de ma personnalité. Et donc mon style reflète aussi ma personnalité, tu vois. Et c'est pour ça que tu as plein de styles de combattants différents, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, en tant que psychologue, j'aime bien observer ça. Ouais. Même les Ouais, c'est combattants, hein, marrant. dans les combats que j'observe de l'extérieur, où je vois un peu leur histoire, etc. Tu te dis, il y a parfois des traumatismes aussi, tu vois. Donc, et c'est une thérapie pour certaines personnes. Hein. Je crois que tu en as vraiment certains leur vie a été sauvée par les sports de combat.
Mhm. Bah, pour donner une anecdote, tu me dis quand tu veux qu'on arrête, hein, parce que je sais pas combien de temps t'as prévu, mais moi je peux Moi, je continuer suis comme ça bien, pendant on deux peut heures. continuer de discuter. Ouais, bah, si t'as pas d'impératif, on se laisse aller et puis Ah, on voit. De ah, toute mais je façon, pensais que tu voulais faire une heure en fait, c'est pour ça. écoute, j'ai encore une question derrière, mais on continue de parler. Ouais. Moi, j'ai pas d'impératif après. Bah, alors je te donne une anecdote, c'est Peter Yan. Tu vois Peter Yan? Non. C'est un combattant en light, c'est dans les catégories en dessous. Il a été champion du UFC il y a 2 ans. Un russe et voilà super, super haut niveau et lui vient du Tiger Muay Thai, enfin il s'entraînait au Tiger Muay Ok. Thai, donc Peter Yan, tu dis? Peter Yan, ouais, Peter Yan. Ok. Euh, et lui en fait donc il a été champion quand même pendant un petit temps. Il combat toujours, hein, donc il est toujours là dans la catégorie je vais dire featherweight, je pense. J'ai pas envie de confondre. Et donc enfin je l'ai déjà croisé deux trois fois au Tiger Muay Thai, mais je le connais pas personnellement, j'ai jamais parlé avec lui. Mais je le connais parce que me souviens très bien que quand le jour où il a signé son contrat pour l'UFC, c'était il y a 6 7 ans, il était au Tiger, il était dans le même hôtel que moi, et je me souviens très bien, j'étais là, et il était là avec sa femme, et il parlait avec son manager, je crois, et il disait, voilà, je vais signer mon contrat à l'UFC. Enfin, tu vois, juste des petites anecdotes, quoi. Et donc, c'est pour ça que je me souviens, je vois bien qui c'est. Et un jour, je regarde une vidéo de lui, Ouais. et bah, en fait, il vient de Sibérie, lui. Hein. La Sibérie, c'est un endroit le plus reculé en Russie. Il disait en fait j'étais entre guillemets un sale gosse, je me battais tout le temps, j'avais des problèmes avec la police, voilà j'ai grandi dans des conditions vraiment difficiles et à un moment donné alors je sais plus s'il avait dit qu'il avait déjà fait de la prison ou qu'il risquait d'aller en prison, mais en fait en gros s'il continuait comme ça, c'est sûr il allait mal tourner. Et il a dit j'ai découvert le MMA, je sais plus à quel âge, et je me suis rendu compte, il dit mais il est dit tel quel, hein, c'est marrant, il dit je me suis rendu compte en fait je pouvais au lieu de me battre dans la rue, je pouvais me battre dans une cage et être payé, tu vois. Et le jour où j'ai compris ça, en fait, j'ai complètement changé d'attitude. Alors ça, c'est ce qui s'est dit au début. Et puis après, bien sûr, c'est devenu un combattant professionnel. Et puis il est devenu champion de l'UFC, c'est quand même probablement un des titres les plus prestigieux qui existent dans les sports de combat. Et donc voilà. Et donc maintenant, il a une vie, voilà, il a une vie de combattant professionnel, stable, etc. Alors je sais pas si ça l'arrive encore parfois d'avoir des embrouilles, mais à mon avis, quand t'es combattant professionnel, t'évites d'avoir des embrouilles à l'extérieur, sinon ça peut pourrir ta carrière, tu vois. Donc Bien je sûr. trouvais ça intéressant qu'il lui il a dit texto quoi. Il m'a dit non, moi le jour où j'ai compris que je pouvais gagner de l'argent en combattant, j'ai arrêté de me battre dans la rue. Donc si c'est déjà ça la première motivation, bah tant mieux. Et après d'office il va évoluer, tu vois. Et souvent quand même quand tu regardes les coachs, les relations que les coachs ont avec leurs combattants, la relation personnelle avec certains combattants, c'est souvent il y a quelque chose de paternel derrière, tu vois. Il y a une dimension éducative dans le Muay Thai. Enfin, tu vois, t'as un aspect, t'as la spiritualité quand même. T'as aussi le Ouais. bouddhisme, t'as le Wai-Kru au début, tu vois. T'as une relation quand même assez forte entre les combattants et leurs coachs. Et les coachs sont parfois prêts à tout donner pour que leurs combattants réussissent. Et pas toujours, hein, t'en as qui exploitent aussi, mais tu vois, t'as une relation assez forte. Et je me demande si ça aussi, pour certains, c'est pas thérapeutique, tu vois. Moi, je Ouais. le vois aussi avec mes élèves. J'essaye. Tu sais, en tant que psychologue, je fais super attention aussi à l'influence que tu peux avoir sur les gens. Tu vois, un peu comme ce que tu peux avoir dans certains phénomènes où les gens recherchent une forme d'autorité, où ils recherchent quelqu'un à qui s'accrocher, tu vois, un peu comme ce que tu as dans certains groupes sectaires, où tu pourrais, avec ton autorité, ton savoir, peut-être commencer un peu à manipuler les gens, tu vois, et ça, je me fais super attention à ça. Et, euh, et je sens que parfois certaines personnes, ils ont besoin d'un coach, ils ont besoin d'une figure, et ils viennent pour ça, tu vois, ils ont besoin de se raccrocher à quelqu'un. Et c'est positif, tu vois, il faut juste garder une certaine distance. Parce que en tant que psychologue, c'est ce que tu observes aussi. Tu as des gens, en fait, comme tu es là pour eux, ben, ça crée un attachement émotionnel. Mais comme tu es un professionnel, comme quand tu es prof, comme quand tu es éducateur, tu travailles avec des enfants, etc., ben, tu as des enfants qui sont en carence affective. Et alors, ils peuvent s'accrocher à toi très très fort, alors que toi, tu es dans un cadre professionnel, tu n'es pas dans un cadre personnel. Et donc ça, c'est intéressant. Et tu vois, si cette relation, elle est saine, elle peut être super thérapeutique et super éducative. Moi, je pense, je l'ai vu, ouais, je le vois, même à mon échelle. Puis c'est chouette. Puis après, tu peux avoir aussi des... Moi, j'ai des chouettes amitiés avec les gars qui sont avec moi depuis longtemps. On a un groupe, tu vois. Et en fait, ce qui est cool, c'est que mes élèves, que j'ai formés pendant des années, vu que ça fait longtemps que je donne cours, mais maintenant, c'est devenu des sparring partners. Enfin, maintenant, moi, je dis, moi, les gars, moi, quand je fais un sparring avec vous, bah, vous êtes mes partenaires, je vous prends plus comme des élèves parce que, en plus, vous me connaissez, ils me connaissent par cœur, donc ils connaissent aussi mes défauts. Et donc, ils m'analysent, et ouais, ils me le disent, hein, toi, on te scrute, on scrute le moindre défaut, et il dit, notre but dans notre vie, c'est essayer de t'avoir, tu vois, même il me dit ça en rigolant, et donc je trouve ça génial, parce que du coup, quand je vois un de mes élèves qui commence à avoir un super bon niveau, ça commence à me mettre la pression, et donc moi, je dois d'office monter mon niveau, et c'est pour ça que je fais des camps où je continue à m'entraîner pour moi, parce que du coup, il faut que je reste quand même un petit peu au-dessus, quoi. Comme je dis toujours, tant que je continue à botter les fesses de mes élèves, je suis content, tu vois. Mais c'est de bonne guerre, quoi, parce que je leur dis Oui. aussi,
par exemple, quand je fais un sparring avec eux et que je vois qu'ils ont un peu peur de me toucher, mais par respect, tu vois. Alors, le respect, d'office, il y a un respect, c'est important, mais je dis, écoute, gars, on est en sparring, oublie que je suis prof, tu vois. Prends-moi comme un partenaire normal. Voilà, alors ils me connaissent, ils savent que j'ai mes petites spécialités, mes petits contres, etc. Alors, ils sont toujours un peu hésitants. Ouais, Mais parfois, c'est juste des blocages psychologiques parce que s'ils n'avaient pas ce blocage, probablement qu'ils pourraient me toucher plus ou me surprendre davantage. Et une fois qu'ils arrivent à dépasser ça, alors là, parfois, ils me sortent des trucs, et même des trucs que moi, je leur ai montrés, ils les appliquent sur moi, tu vois. Et là, je fais oula, oula, oula. Faut que je fasse gaffe, là. Il faut que je sois attentif, tu vois. Je me souviens, l'année passée, il y a un gars, ça fait quelques années qu'il s'entraîne, il était ouais. super chaud. Il voulait passer son test d'assistant, parce que je fais des niveaux d'assistant, je leur fais passer des tests, etc. Il voulait faire la compète, et donc pendant un an, il s'est vraiment entraîné, mais super dur. Et il s'entraînait à côté, etc. Et j'avais pas trop fait attention à son évolution, mais je le voyais quand même régulièrement. Puis un jour, ça faisait longtemps que j'avais pu faire de sparring avec lui. Puis à un moment, j'ai dit, ah, écoute, ah, bah, viens, on fait sparring ensemble. Il me fait, ah, ouais, ok. Donc, tu sais, moi, je suis là, tranquille, on commence tranquillos, on bouge. Après 10 secondes, hop, il me lance un petit kick au visage. Et il me touche, quoi. Et je fais, oh putain. Et là, tout de suite, j'ai fait, ok, donc le gars, en fait, en 6 mois ou je sais pas, le gars, il a monté son niveau, il m'a surpris. Et moi, j'étais là tranquille, avec ma garde un peu baissée, parce que je me dis, bon, bah, ça va être comme d'habitude, tu vois. Mais ça, je trouve ça génial. Je dis, putain, et je lui dis à la fin, je dis, t'as réussi à me toucher au début avec un coup de pied au visage, ce qui est rare. Mhm. Et déjà, une coup de pied au visage, c'est pas facile de toucher. Et là, et je dis, mais moi, en fait, ça m'a fait plaisir, parce que évidemment, il me l'a pas mis plein pot. Et après, tout de suite, ça m'a poussé à être beaucoup plus vigilant, tu vois. Et donc, bien sûr, Ok. après, je lui ai remis un coup de pied au visage, mais ça, c'est obligatoire. Mais c'était de bonne guerre, tu vois, c'était de bonne guerre. Et Oui, moi, ça me fait plaisir parce que ça me fait progresser aussi. Et maintenant, mes gars qui sont bons, bah, je suis vigilant avec eux quand je suis en sparring. Et je leur dis même, écoutez, les gars, je vais aller faire un camp en Thaïlande, j'ai besoin de vous pour me préparer. Parce que là, je vais tomber contre des gars qui ont un super bon niveau. Et donc, ils m'aident aussi à me préparer, en fait. Et ça, c'est génial parce que alors, ça devient. En fait, tes élèves t'apprennent aussi et ça devient du donnant-donnant. Donc, voilà. c'est génial. Bah, Ouais. merci David merci David pour pour cet échange. J'ai juste une Ah, dernière bah, grand question, tu vois. plaisir. Ça se trouve, je vais faire une grosse digression, j'en sais rien, mais tu vois, Vas-y, vas-y. tu parlais d'influence tout à l'heure envers Ouais. un prof, par exemple, et ses élèves, etc. Mhm. Et toi, en plus, en tant que psychologue, je pense que tu peux l'analyser encore mieux. Ouais. T'es passionné d'animaux aussi. Ouais. Et je sais pas, mais je crois que c'était dans les travaux de Bruce Lee, tu vois, d'analyser aussi les animaux Pour les techniques. pour Ouais. les sports de combat, etc. Toi, c'est quelque Ouais. chose que tu t'es déjà amusé à faire ou pas? C'est une très bonne question. Donc, en fait, en gros, je suis passionné d'animaux depuis que je suis tout petit, encore avant les arts martiaux. C'est vraiment un truc qui est en moi. J'ai toujours été fasciné par observer des petits animaux. J'avais des petits animaux de compagnie à la maison. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est ma grande passion. C'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre aussi émotionnel et voilà. Donc, je m'intéresse beaucoup. Et alors, au fur et à mesure du temps, j'ai essayé d'avoir une approche plus scientifique et j'ai étudié le comportement animal. J'ai été à l'université, j'ai fait des études de psycho pour pouvoir avoir des cours aussi sur le comportement animal, etc. Donc il y a tout un champ maintenant qui s'est développé ces 30 dernières années sur la psychologie animale, sur leur intelligence, les émotions, la conscience. Enfin, tu vois, voilà, la recherche qu'on fait là-dessus, c'est assez hallucinant. En fait, les frontières entre les animaux et les humains, elles sont très très minces, notamment avec les autres primates, par exemple. La relation qu'on peut avoir avec un chien, etc. C'est vraiment, je trouve ça vraiment passionnant. Alors, j'adore observer les animaux. J'adore observer les animaux qui jouent, par exemple. Tu vois, et donc quand je vois, alors j'ai vu une vidéo il y a quelques mois, j'étais halluciné. C'est la vidéo la plus longue qui a été filmée d'un combat entre deux ours. Et c'est des deux grizzlies au Canada. Et en fait, la vidéo, elle dure 6 minutes. Alors c'est très rare qu'un combat dure 6 minutes parce que souvent, tu vois, ils se donnent des coups, ils luttent et puis il y en a un qui part. Ouais, et voilà, Ouais. c'est toujours comme ça. Et c'est rare que ça se termine par la mort, c'est très très rare. Et là, pour le coup, ils ont lutté, mais ils luttaient. J'avais l'impression d'avoir deux lutteurs, tu vois, aux Jeux Olympiques, deux lutteurs qui luttaient entre eux, et les techniques, elles ressemblaient, enfin, parce que la lutte, c'est universel, en fait. C'est quand Hmm. t'es corps à corps, il n'y a pas 10 millions de façons non plus de lutter, tu vois. Et alors, avec la tête, les bras, ils étaient debout comme des hommes, et j'étais vraiment super impressionné par cette vidéo. Je me dis, bien, mais c'est de la lutte ours. Donc, s'ils avaient leur style, ils appelaient ça la lutte ours, tu vois. Donc, on pourrait appeler ça la Ok. lutte ours. Ils pourraient faire des tournois de lutte ours. Donc, si on était des ours, on pourrait observer des ours et imiter leur technique. Alors, dans les arts martiaux chinois, même traditionnels, même japonais, indonésien, etc., il y a des styles d'animaux. Tu vois, la menthe religieuse, le Hmm. singe. D'ailleurs, en Muay Thai, l'origine du Muay Thai, c'est le Muay Boran, tu vois, c'est la boxe ancienne.
Il y a une Mm. technique comme ça qui s'appelle la technique Hanuman. Et Hanuman, c'est le dieu singe. Et en fait, et donc, en fait, on sait que les arts martiaux traditionnels se sont inspirés des animaux. La grue aussi. Tu vois, par exemple, tu vois, une technique en kung-fu traditionnel où tu mets la main comme ça, tu viens piquer comme ça dans l'œil. Tu vois, comme une grue. Ouais. Ou le serpent. Tu vois, en Wing Chun, il s'inspire un peu du serpent aussi avec la main comme ça. Ça a l'air ridicule de l'extérieur, mais quand tu te prends des doigts dans l'œil, là, tu sens que ça, tu vois, des doigts vraiment comme ceci dans la gorge, tu vois, ça te fait reculer. Tu vois, avec l'effet de surprise, en self-défense, ça fonctionne. Mais donc, il s'inspire d'animaux, le tigre, tu vois, le tigre, ou le léopard, tu vois, avec les griffes. Mais pareil, tu vois, par exemple, ce que je dis souvent pour une fille ou une femme en self-défense, si tu te fais agripper, t'as pas la force physique pour te défendre, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton pouce dans l'œil, ou tu prends tes doigts et tu griffes le plus fort possible le visage. Et Mm. donc, tout le monde va, tu vois, n'importe qui va faire ça. Et ça va peut-être lui donner quelques secondes pour fuir, tu vois. Et ça, et alors, il y en a qui disaient, ah, c'était une technique du léopard, du tigre, etc. Après, il y avait un de mes profs de kung-fu qui disait, OK, c'est bien d'observer les animaux, mais on n'est pas des animaux, on est des humains. Donc, s'inspirer, oui, imiter, parfois ça devient même un peu, entre guillemets, ça peut être ridicule. Euh, mais donc, oui, en tant que passionné d'animaux, j'observe mais plus le jeu. Par exemple, j'adore regarder des chatons qui jouent, des chiots qui jouent, ou par exemple deux espèces différentes qui jouent entre elles. Tu vois, par exemple, un chien qui joue avec un chevreuil, ou une pie qui joue avec un chat, ou tu vois, ça arrive, des gens qui ont des animaux chez eux. Et donc, parce que les codes sont parfois un peu les mêmes. Mais c'est des jeux combat, tu vois, c'est toujours un peu un mélange de combat et de jeu. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on fait dans les arts martiaux. Par contre, les vrais combats d'animaux. Ouais, ouais, vas-y. Hein? Dans les chats, t'as aussi un peu, comme on disait tout à l'heure, Ouais. bah, l'esprit taille en sparring, c'est un peu à toi, à moi. Chez les chats aussi, c'est un peu ça. C'est un peu un coup c'est l'un qui est au-dessus, un coup c'est l'un qui est Ouais, ouais, au-dessus. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ce qui est génial avec les chats, en termes de purement biologique, on dit souvent que les chats, c'est un pur produit de l'évolution. C'est une sorte d'animal idéal, le chat. Tu vois, un peu comme, moi, je trouve que c'est aussi une sorte d'animal de compagnie idéal. C'est à la fois un peu sociable c'est un peu à la fois sociable et indépendant. Ça fait sa vie, en même temps, ça vient de coller quand il a besoin d'affection. Enfin, tu vois, c'est chouette, quoi. Et en même temps, tu sais, si un chat, à un moment donné, s'il se fait abandonner, il peut quand même se débrouiller à l'extérieur, alors qu'un chien, c'est plus compliqué, tu vois. Et il s'est encore chassé alors que même quand il a la nourriture qu'il est bien nourri. Et en fait, les chats, je trouve que c'est un super bon mélange de souplesse et de force, de vitesse et d'explosivité, tu vois, c'est d'agilité et c'est des animaux qui sont super résistants. Et je trouve que c'est inspirant. Et Bruce Lee il disait qu'il faut combattre comme un chat. Il le disait, tu vois. Mais plus dans l'attitude, pas dans le sens où tu vas observer une technique et la reproduire, tu vois. Mais c'est genre, tu vois. Et alors aussi, au niveau de l'alerte, le cerveau du chat, c'est aussi super efficace. Un chat, il peut être profondément endormi, il va entendre un bruit, en une seconde, il est alerte, il est prêt à fuir ou à attaquer, tu vois. Alors que nous, on va être là, tu sais, tu vas faire comme ça, tu vas, ah, mais qu'est-ce qui se Ouais, passe, tu vois. ouais, Le chat, il est tout le temps prêt, mais en même temps, il est tout le temps relax, tu vois. Et ouais, je crois qu'être comme un chat, c'est une bonne, comme disait Bruce Lee aussi, il disait, en fait, même, imagine, tu te balades dans la rue, dans un endroit que tu connais pas le soir, tu vois que c'est peut-être un petit peu chaud, tu connais pas trop les gens, tu vois des gars un peu, tu dis, bon, ok, on sait pas trop. C'est juste, comme il disait, il faut être alerte sans être. Attends, il y avait une expression pour ça, c'est. Oui, voilà. Il disait, c'est être prêt sans être tendu. Tu vois? Être prêt sans Hmm. être tendu. Je trouve ça assez juste. Et je trouve qu'en sparring, c'est un peu ça aussi. T'es prêt? Ok? T'es prêt à prendre des coups, t'es prêt à en donner. Tu sais que ça peut arriver, mais t'es pas tendu, t'es pas stressé, t'as pas peur. Tu vois? T'es juste prêt, quoi. Et je trouve qu'un chat, ça traduit assez bien ça. Les chats, ils sont toujours prêts quoi qu'il arrive, tu vois. Ils sont prêts à recevoir des caresses, prêts à recevoir des croquettes, prêts à fuir, prêts à combattre s'il faut, tu vois. Et d'ailleurs, en plus, les chats, ils évitent un maximum le conflit, hein. En général, ils préfèrent fuir et partir. C'est quand ils n'ont pas le choix ou deux mâles qui doivent s'affronter pour un territoire ou pour des femelles. Mais ça reste exceptionnel. La plupart du temps, les chats, ils recherchent pas le combat. Et d'ailleurs, la plupart des animaux sauvages évitent le combat parce que c'est trop dangereux. Les risques de blessures dans la nature, une fois que tu as une grosse blessure, bah, tu peux plus chasser, tu peux plus te nourrir et tu risques de mourir. Donc même malgré ce qu'on voit dans les documentaires, on met souvent le côté un peu spectaculaire en scène. Par exemple, les lions, tu sais, les lions, ils passent la majorité de leur temps à dormir. Et ils chassent une fois tous les 3 jours. Et encore, c'est les lions qui chassent pour les lions, tu vois. Et eux, ils viennent une fois de temps en temps. Et puis une fois tous les, je sais pas combien de mois, ils font un combat pour leur territoire. Mais c'est très rare, en fait. C'est la vie des animaux sauvages, elle est plus paisible que ce qu'on pense en général. Pareil pour le gorille. Moi, je suis un fan de gorille. J'ai eu la chance d'aller observer des gorilles au Congo. Tu vois, j'ai fait un voyage là justement l'année où j'avais fait une pause carrière. J'ai été observer Ouais. des gorilles. C'est le gorille mâle, 200 kilos de muscles.
Mais en fait, c'est tellement paisible, quoi. Oui, bien sûr, si le jour où il s'énerve, il ne veut pas être dans le chemin. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'agression. Ce que je veux dire, il ne recherche pas d'agression. À partir du moment où tu le respectes, il ne va pas chercher l'agression gratuitement. Par contre, il défend son clan, sa famille. Donc, s'il y a un mâle qui rivale, qui à un moment donné le défie, ça peut mal tourner. Mais c'est très ponctuel, c'est très rare, parce que les animaux sauvages n'ont pas intérêt à se battre. C'est trop dangereux, il y a trop de risques de blessures et ils sont beaucoup plus pacifiques que ce qu'on pense. Mais on est un peu influencé par ce qu'on voit notamment à la télévision, par les scènes un peu spectaculaires. Donc, enfin voilà. Mais donc, ouais, je sais pas si ça répond à ta question, mais oui, ça m'intéresse, mais je me dis pas que je vais observer les animaux pour les imiter en combat. Mais Oui, au niveau de l'attitude, je trouve par exemple la métaphore du chat, elle est pas mal pour l'entraînement, tu vois. je suis d'accord, 100% d'accord. Donc voilà. Inspirons-nous des animaux et des chats. Ouais, et des chats en particulier, ouais. Ou des tigres, si tu veux, ça marche aussi. Oui. Bah, Ouais, merci beaucoup, des David, félins pour en cet général, échange. quoi, tu vois. L'attitude féline, quoi, tu vois. Hmm. Ouais. Merci, franchement, c'était hyper intéressant. Je suis trop content d'avoir Bah, discuté merci à avec toi. toi. Comment est-ce qu'on peut rediriger les personnes Merci pour la qui... proposition. Bah, c'est tout le plaisir pour moi. Comment est-ce qu'on peut rediriger les personnes qui écoutent cette conversation Alors, vers je vais toi, faire le vers ton truc travail? super bateau. Abonnez-vous à ma chaîne. Non, en gros, ben voilà, on va dire j'ai deux activités. Alors, comme tu dis, c'est pas toujours facile parce que à mon avis, toi, c'est pareil. T'as sortes de passions qui essayent de revenir ensemble, mais c'est pas toujours évident parce que les gens te suivent en général pour une activité, pas pour une autre. On fait pareil, donc voilà. Donc, en gros, j'ai grandes activités dans ma vie actuellement. Tout ce qui est lié à la psychologie, à l'enseignement de la psychologie. Je fais aussi, en fait, je fais de la vulgarisation scientifique. Voilà, ça c'est vraiment un truc que j'adore faire. Donc, et donc j'ai fait quelques vidéos sur la chaîne YouTube Prof de Psycho. Pour l'instant, c'est un peu en off, mais elle est toujours là, donc les vidéos sont toujours visibles. Donc, si ça intéresse les gens, mais c'est pas en lien avec les arts martiaux du coup. Et je viens de publier un bouquin d'ailleurs là-dessus qui mélange un peu psychologie et éthologie. L'éthologie, c'est l'étude du comportement animal, parce que c'est des questions qui me passionnent depuis longtemps. Et de l'autre côté, ben, j'ai une chaîne arts martiaux que j'ai depuis beaucoup plus longtemps. Et c'est aussi parce que par exemple tout ce qui est arts martiaux, je fais ça en anglais. Et tout ce qui est psycho, je fais ça en français parce que c'est pas parce que j'ai un public plus international pour les arts martiaux vu que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup de contacts à l'étranger, etc. Ou des demandes de stage. Donc ma chaîne arts martiaux, je crois que c'est David Bertrand, j'ai pas changé. L'autre c'est prof de psycho. Et pareil sur Instagram, j'essaie de pas trop être sur les réseaux, enfin pas trop de réseaux parce que ça prend trop de temps. Et donc pour l'instant, je développe juste Instagram. J'ai arrêté Facebook. Et pareil, j'ai prof de psycho, Instagram prof de psycho ou Instagram David Bertrand. Oh, là j'ai mis ouais, c'est David Bertrand ou c'est pardon. Martial Ah, Explorer. Marceau, c'est Martial Explorer. Martial Explorer, voilà, c'est ça.